Clara Whitmore enfonça ses poings dans la pâte à pain si fort que le pied de la table en bois se fissura. La farine s'envola en un nuage pâle autour de ses poignets, recouvrant ses avant-bras de blanc jusqu'au coude. Et elle continuait, pressant, pliant, claquant la pâte. Car à l'instant où elle s'arrêterait, le silence reviendrait en force. Et le silence dans cette cuisine était la chose la plus assourdissante qu'elle ait jamais entendue. C'était le son d'une vie que personne ne viendrait sauver. C'était le son d'une femme qui avait appris, à 28 ans, que survivre et vivre n'étaient pas du tout la même chose. Si cette histoire vous touche déjà, je vous demande de faire une chose tout de suite. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune partie de cette histoire. Cette histoire va vous emmener dans un lieu authentique. Et quand vous serez bien installé, laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où ce petit récit voyagera. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Le pain disait toujours la vérité sur Clara Whitmore, même quand Clara elle-même ne la disait pas. Les matins où le chagrin pesait le plus lourd sur sa poitrine, elle se réveillait avant l'aube. Elle restait dans le noir, écoutant l'absence d'un autre corps à ses côtés. Ces jours-là, le pain sortait dense et dur, des miches difformes qu'elle mangeait seule et n'offrait à personne. Les matins où une lueur d'espoir vacillait en elle, avant qu'elle ne soit tout à fait réveillée, avant qu'elle ne se souvienne de tout, le pain sortait moelleux et doré. Il sentait le genre de vie qu'elle avait cru autrefois pouvoir avoir. La plupart du temps, le pain était entre les deux. Cela signifiait que Clara Whitmore était elle aussi entre les deux. C'était exactement là où elle vivait depuis 3 ans. Depuis ce matin où un ouvrier de ranch était arrivé à sa porte, il avait retiré son chapeau et dit « Madame, il y a eu un accident. » Et en l'espace de ces quelques mots, toute la forme de ce qu'elle pensait être avait changé. Thomas Whitmore était mort et enterré depuis 37 mois. Clara les avait comptés, un par un. Elle ne les comptait plus par amour. Pourtant, elle l'avait aimé de cette manière pratique et quotidienne dont une femme aime l'homme avec qui elle a choisi de construire quelque chose. Elle les comptait parce que le deuil, elle l'avait appris, n'était pas cette chose dramatique et larmoyante que décrivaient les dames de l'Église quand elles apportaient leurs gratins et leurs regards attendris. Elles amenaient aussi cette pitié particulière qui avait le goût de la charité et qui vous laissait un sentiment de petitesse encore plus grand qu'avant leur arrivée. Le deuil était une affaire administrative. Le deuil, c'était fouiller les tiroirs du bureau de son mari et trouver des reconnaissances de dettes dont il n'avait jamais parlé. Le deuil, c'était un prêteur de Cheyenne qui, 3 semaines après l'enterrement, envoya une lettre. Elle expliquait ce que Thomas avait emprunté et ce que Clara devait maintenant. Le deuil, c'était vendre les 2 meilleurs chevaux d'abord, puis le bétail, puis regarder le ranch lui-même passer aux mains de quelqu'un d'autre. Pendant qu'elle déménageait ses quelques biens restants dans la petite maison en bordure de Ridgeline, dans le Wyoming. Cette maison avait appartenu à sa grand-mère et personne n'avait voulu l'acheter. Elle avait la maison, elle avait la cuisine, elle avait la recette de levain de sa grand-mère et le savoir-faire pour l'utiliser. C'était là tout ce que Clara Whitmore possédait à l'âge de 25 ans. Et elle s'en était sortie. Car l'alternative était de ne pas s'en sortir. Et Clara n'avait jamais été faite pour la reddition. Elle vendait du pain à l'épicerie générale les mardis et vendredis. Elle vendait des tartes quand elle pouvait se permettre d'acheter le sucre. Elle faisait aussi des travaux de couture. Ses pointes étaient petits et réguliers, et les épouses des ranchers faisaient une confiance à son travail, même si elles ne faisaient pas particulièrement confiance à sa compagnie. Elle était tolérable pour elle, de la même manière qu'un outil utile est tolérable. On le garde parce qu'il a une fonction, pas parce qu'on a une affection particulière pour lui. Vous avez entendu? Elle a refusé le garçon des Henderson. C'était la voix de Mabel Pouet, passant par la fenêtre ouverte de l'épicerie. C'était un mardi matin, il y a 3 mois. Sa voix portait comme elle portait toujours, délibérément, comme une pierre lancée avec précision. Un jeune homme tout à fait respectable. Qu'est-ce qu'elle croit attendre? L'orgueil, dit une autre voix. Une voix que Clara ne reconnut pas immédiatement. Certaines femmes, une fois qu'elles ont goûté à l'indépendance, ne savent plus comment y renoncer. C'est triste, vraiment. Clara avait posé son pain sur le comptoir. Elle avait compté les pièces que l'épicier lui avait données, puis elle était sortie sans que son visage ne change d'un iota. Elle avait fait cette marche. Celle où l'on garde le menton droit,
les épaules en arrière et une expression agréable et distante. Elle l'avait faite si souvent dans 3 ans que cela ne lui coûtait plus rien de visible. Cela lui coûtait quelque chose pour lequel elle n'avait pas de nom. Un prix qu'elle payait en privé, la nuit, dans la petite maison en bordure de la ville, là où personne ne la voyait et où personne ne venait. Elle avait refusé le garçon des Henderson parce qu'il avait 22 ans. Il pensait que lui proposer de prendre en charge ses dettes revenait à lui offrir sa dignité. Elle avait aussi refusé Martin Coyle, qui avait 40 ans, était seul, sentait le tabac, et lui donnait l'impression d'être une solution pratique à un problème plutôt qu'une personne. Elle avait refusé ces 2 offres non pas par orgueil, même si elle l'était, mais parce qu'elle avait déjà été pratique une fois dans sa vie. Et être pratique lui avait laissé des reconnaissances de dette, une lettre de Cheyenne et le son de la terre frappant un couvercle de cercueil. Si elle devait être seule, elle préférait être vraiment seule. Honnêtement, c'est un mercredi matin d'octobre que Ethan Cole arriva à Ridgeline. Le ciel du Wyoming avait pris cette teinte particulière d'étain. Cela signifiait que le grand froid arrivait. Clara ne le vit pas arriver. Elle était dans sa cuisine, qui donnait sur l'arrière de la propriété, pas sur la route, et elle avait les bras dans la pâte jusqu'au coude, et elle fredonnait. Elle ne fredonnait pas toujours. Elle le faisait sans y penser, de la même manière qu'elle respirait sans y penser. Et c'est seulement dans les moments où elle se surprenait à le faire qu'elle ressentait ce sentiment complexe. Le sentiment d'une personne qui a découvert un petit bonheur auquel elle n'est pas sûre d'avoir droit. La chanson n'avait pas de nom. C'était quelque chose que sa grand-mère avait fredonné, un son plus qu'une mélodie. 3 notes qui se répétaient avec de petites variations. Clara l'avait porté en elle si longtemps que l'air semblait vivre dans sa cage thoracique et non dans sa mémoire. Elle était profondément absorbée par cet air quand elle entendit des pas sur son porche arrière. Elle s'arrêta. Elle leva la tête. Ses mains étaient toujours aplaties dans la pâte. « Bonjour », lança-t-elle. Sa voix sortit plus assurée qu'elle ne se sentait, une compétence qu'elle avait développée et dont elle était fière en secret. « Pardonnez-moi, madame. » La voix était basse, sans hâte, et venait de juste derrière la moustiquaire de la porte. « Je ne voulais pas vous déranger. J'ai senti l'odeur de votre pain depuis la route. Je n'ai pas mangé depuis hier matin. Je vous serais reconnaissant si vous aviez quelque chose à me donner. Je peux payer. » Clara retira ses mains de la pâte, les essuya sur son tablier et alla à la porte moustiquaire pour le regarder. Il était appuyé contre la rampe du porche, son chapeau à la main, ce qui lui apprit quelque chose. Un homme qui retire son chapeau en demandant quelque chose a soit de bonnes manières, soit il a appris à les simuler de manière convaincante. Et d'après l'expérience de Clara, il fallait un peu de temps pour faire la différence entre les deux. Il était mince comme le sont les hommes qui travaillent en dehors, tout en angle vif et en peau burinée. Il avait des yeux sombres qui la regardaient directement, sans être insistant. Ses vêtements étaient propres, mais usés. Ses bottes étaient de bonne qualité. Les bottes d'un homme en disaient non, et les siennes avaient vu une longue route. « Vous avez dit que vous pouviez payer, » dit Clara. « Oui, madame, j'ai de la monnaie, je ne demande pas la charité. » Elle l'étudia un instant de plus. « Où allez-vous? »« Nulle part en particulier pour l'instant, » dit-il. « Je cherche du travail dans un ranch. J'ai entendu dire qu'il pourrait y en avoir dans ce comté. »« Le ranch des Henderson embauche, » dit-elle. « Ils le font généralement à cette période de l'année, avant que le froid ne s'installe. Je vais me renseigner. Merci. » Il ne bougea pas, mais il n'insista pas non plus pour rester. Il attendit simplement, son chapeau entre les mains. À la manière d'un homme qui avait appris que la patience était la chose la moins chère qu'il avait à offrir. Clara recula de la porte. « Entrez alors. Le pain n'est pas fini, mais j'ai une miche d'hier. Je vous suis reconnaissante, madame. Essuyez vos bottes. » Il essuya ses bottes. Elle le remarqua. Elle lui coupa une tranche épaisse du pain au levain de la veille. Elle lui versa une tasse de café de la cafetière sur le poêle sans qu'il le demande. Car c'est ce qu'on faisait quand quelqu'un avait froid et n'avait pas mangé. Elle bota le tout sur la table et retourna à sa pâte. Elle ne le regarda pas. Elle avait appris que les gens mangeaient plus à l'aise quand on ne les observait pas. Et elle n'avait aucune raison particulière de mettre cet homme mal à l'aise. Elle l'entendit prendre la première bouchée, puis elle n'entendit plus rien pendant un instant. « Madame, dit-il, c'est le meilleur pain que j'ai mangé depuis environ 6 ans. » Elle ne leva pas les yeux. « 6 ans, c'est long sans pain correct. »
Ça l'est, acquiesça-t-il. J'ai beaucoup voyagé. Elle pressa ses paumes dans la pâte. Vous fuyez quelque chose ou vous allez vers quelque chose? Il y eut une pause, le genre de pause qui signifiait que la question avait touché un point sensible. Un peu des deux, je suppose. Surtout je bouge. Quel est votre nom? Ethan Cole. Clara Whitmore. Elle ne leva toujours pas les yeux. Servez-vous pour le café et le pain, Monsieur Cole. Le ranch des Henderson est à environ 4 miles au nord de la ville. Dites-leur que c'est Madame Whitmore qui vous envoie et ils vous accorderont au moins une audition honnête. J'apprécie. Il resta silencieux un moment. Elle l'entendit poser sa tasse. Cette chanson que vous fredonniez quand je suis arrivé. Qu'est-ce que c'est? Ses mains s'immobilisèrent dans la pâte, juste une seconde. Puis elle continua à travailler. Rien, une vieille chanson. C'était très joli. Ce n'est rien, répéta-t-elle. Pas sèchement, mais avec la finalité de quelqu'un qui ferme la porte d'une pièce où il ne veut pas qu'on entre. Il n'insista pas. Elle apprécia cela plus qu'elle n'aurait pu le dire. Il finit son café, posa sa pièce sur la table. Elle vit que c'était bien plus que ce que valait le pain. Il remit son chapeau, la remercia et partit. Elle entendit ses bottes sur les marches du porche, puis le bruit d'un cheval qui s'éloignait. Et puis plus rien. Elle resta un instant à la table de la cuisine, les mains dans la pâte, et écouta le silence revenir. Il semblait différent d'avant. Elle ne pouvait pas dire comment exactement, juste différent. Elle se dit que c'était l'air froid qui entrait par la moustiquaire. Elle se le répéta pendant 3 jours. Il revint le samedi. Elle était de nouveau dans la cuisine, comme toujours, à la même heure. Car ses matinées étaient structurées avec la précision d'une femme qui comprenait que la routine était l'échafaudage qui empêchait certains types de vie de s'effondrer entièrement. Elle entendit les bottes sur le porche avant d'entendre frapper. Elle connaissait ses bottes. Elle avait mémorisé leur son sans le vouloir, ce qui l'agaçait d'une manière qu'elle choisit de ne pas examiner. Monsieur Cole. Madame Whitmore. Il avait de nouveau son chapeau d'eau à la main. Henderson m'a engagé. Je commence lundi. Je l'ai appris. Elle l'avait appris parce que Ridgeline était petite et que les nouvelles y voyageaient comme l'eau dans le lit d'un ruisseau asséché, vite et partout à la fois. Félicitations. Je me demandais si je pouvais acheter une autre de vos miches de pain. Elle le regarda. Il la regarda. Aucun d'eux ne prétendit qu'il s'agissait principalement de pain. J'en ai une presque prête, dit-elle. Vous pouvez attendre sur le porche si vous voulez. J'apprécierais. Il s'assit sur les marches du porche sans y être invité, ce qui, constata-t-elle, ne la dérangeait pas autant qu'elle l'aurait cru. La plupart des hommes qui s'asseyaient sur son porche sans y être invités le faisaient pour marquer leur aisance dans un espace qui lui appartenait. Ethan Cole le fit comme un chien errant s'assoit près d'une fenêtre chaude, ne revendiquant rien, juste reconnaissant de la proximité de la chaleur. Elle apporta le pain quand il fut prêt et s'assit à l'autre bout des marches avec sa propre tasse de café. Parce que c'était son porche et qu'elle en avait le droit. Ils s'assirent dans l'air froid d'octobre. Elle coupa la miche, il mangea, elle but de son café, et ils restèrent silencieux ensemble, d'une manière qui n'exigeait pas d'être comblée. « Vous avez de la famille par ici? » demanda-t-il finalement. « Non. Et vous? » « Non. » Une pause. « J'avais un frère. Il n'est plus là maintenant. Je suis désolé. » C'était il y a un moment. Il tourna le pain dans ses mains. « Vous faites toujours le pain seul? »« Toujours, dit-elle. Vous fredonnez toujours comme ça? » Elle le regarda de côté. « Vous me questionnez encore sur mon fredonnement? »« Je crois bien que oui. »« C'est une habitude, dit-elle. Ma grand-mère le faisait. Je l'ai attrapé en cours de route et je n'ai pas réussi à m'en défaire. »« Qu'est-ce que ça vous apporte? » demanda-t-il. La question était si directe et si dénuée de tout jugement qu'elle la prit complètement au dépourvu. Elle regarda sa tasse de café. Ça empêche le silence de devenir trop assourdissant. Il resta immobile un instant. Puis il hocha la tête, comme si elle avait dit quelque chose qui avait un sens parfait pour lui. Et elle sentit quelque chose d'étrange lui traverser la poitrine. La sensation d'être comprise par quelqu'un qui n'avait aucune obligation de la comprendre. « Je connais un peu ça, dit-il. » Ils restèrent sur le porche jusqu'à ce que la lumière s'aplatisse et que le vent se lève. Clara dit qu'elle devait rentrer et il dit qu'il comprenait. Il la remercia pour le pain. Elle le regarda repartir vers le ranch des Henderson avec le quignon de pain enveloppé dans son torchon, qu'elle n'avait pas eu l'intention de lui prêter,
mais constata que cela ne la dérangeait pas. Après cela, il revint tous les samedis, parfois aussi les mercredis. Il n'arrivait jamais sans quelque chose à offrir en retour. Le premier mercredi, il passa 2 heures, sans qu'on le lui demande, à réparer la rampe du Porsche contre laquelle il s'était appuyé la première fois. Elle était lâche et bancale depuis le printemps précédent. Il le fit tranquillement et efficacement, sans en faire toute une histoire. Et quand Clara sortit pour voir d'où venait le bruit des marteaux, il dit simplement « Ça allait céder. J'avais les clous dans ma sacoche de sel. »« Je ne vous ai pas demandé de faire ça, dit-elle. »« Non, madame, vous ne l'avez pas fait. » Elle regarda la rampe réparée. « Merci, dit-elle, ce qui était plus difficile à dire que ça en avait l'air. Car elle avait passé 3 ans à ne pas accepter d'aide de quiconque dans cette ville sans examiner tous les motifs possibles derrière l'offre. « De rien, dit-il, et il retourna à ce qu'il faisait. Le samedi suivant, il rapporta le torchon, lavé et plié. Elle resta sur le pas de la porte à le regarder un instant, puis le regarda lui. « Vous l'avez lavé, dit-elle. »« Je l'avais emprunté, dit-il, comme si c'était toute l'explication nécessaire. Et d'une certaine manière, ça l'était. La ville remarqua, bien sûr, la ville remarqua. Ridgeline, Wyoming, en octobre 1882, était un lieu au divertissement limité et à l'appétit illimité pour les affaires privées de ses résidents. Et un étranger robuste passant ses samedis sur le porche de la veuve Whitmore était le genre de chose qui nourrissait considérablement cet appétit. Clara savait qu'il parlait. Elle le sentait dans la façon dont la cadence des conversations changeait quand elle entrait dans l'épicerie générale, dans la politesse particulièrement soignée que Mabel Pwitt employait quand elle préparait quelque chose. Elle savait que ça allait arriver. C'est arrivé un mardi, la 2e semaine de novembre, alors qu'elle livrait son pain au magasin. « Clara, dit Mabel Pwitt, apparaissant d'entre les rouleaux de tissu comme Mabel apparaissait toujours, comme si elle avait été là tout le temps à attendre. J'espère que vous me pardonnerez si je parle franchement. Vous le ferez de toute façon, dit Clara, empilant agréablement ses pains sur le comptoir. Mabel pinça les lèvres. Les gens parlent de ce cow-boy, celui du ranch des Henderson. Ah oui? Il est venu chez vous plusieurs fois. Il achète du pain, dit Clara. Je vends du pain. C'est un arrangement commercial. Clara, la voix de Mabel baissa, prit la texture d'une préoccupation sincère que Clara avait appris à se méfier. Car la préoccupation sincère dans cette ville venait toujours enrobée de quelque chose qui concernait en réalité la personne qui l'offrait. Vous savez ce que ça donne. Une veuve seule qui reçoit un homme dont personne ne sait rien. Je ne reçois personne, dit Clara. Il s'assoit sur mon porche, je lui vends du pain. Les gens disent... Je sais ce que les gens disent, dit Clara, et sa voix resta égale et agréable. Mais elle se tourna et regarda Mabel Pwitt directement pour la première fois de la conversation, et quelque chose dans son visage fit taire Mabel. Les gens disent des choses sur moi depuis avant même que mon mari ne soit froid dans sa tombe. Ils ont dit que j'étais stupide de rester à Ridgeline. Ils ont dit que j'étais orgueilleuse de ne pas me remarier. Ils ont dit que j'étais étrange de vivre seule. Elle ramassa son panier vide. Je vis avec ce que les gens disent depuis 3 ans, Mabel, et je suis toujours là, ce qui est plus que ce que je peux dire de la plupart de leurs prédictions à mon sujet. Elle sortit du magasin avec son panier, le menton droit, et son expression agréable et distante, comme elle s'y était entraînée. Elle marcha jusqu'à chez elle avant de se permettre de sentir le tremblement dans ses mains. Car la vérité, c'est que ce qui la secouait n'était pas l'opinion de Mabel Pwitt. Ce qui la secouait, c'était la possibilité que Mabel Pwitt ait raison. Pas sur sa dignité, dont Clara ne s'inquiétait pas, mais sur le fait plus simple et plus terrifiant que les samedis d'Ethan Cole étaient devenus la forme autour de laquelle elle organisait tout le reste. Qu'elle cuisait ses meilleurs pains le samedi matin, qu'elle avait commencé à écouter le son particulier de son cheval sur la route, que le fredonnement était revenu non seulement comme une habitude, mais comme quelque chose qui ressemblait à ce que le mot « joie » signifiait. Et la joie, Clara Whitmore l'avait appris à un prix qu'elle payait encore, était la chose la plus dangereuse qu'une femme dans sa situation pouvait se permettre. Ce samedi-là, elle le laissa s'asseoir sur le porche comme d'habitude. Elle apporta le pain comme d'habitude. Elle versa le café comme d'habitude. Puis elle s'assit, regarda le grain du bois du porche et dit « Les gens parlent de votre venue ici.
Il ne répondit pas tout de suite. Elle pouvait le sentir la regarder de profil. Je m'en doutais, dit-il. Ça va me rendre les choses difficiles, dit-elle. Les gens de cette ville ont la mémoire longue et la charité courte, et ils n'ont pas besoin de beaucoup de raisons pour... Elle s'arrêta, pinça les lèvres. Mais j'ai travaillé très dur pour garder les choses en équilibre ici, pour être vue d'une certaine manière. De quelle manière? Elle le regarda alors. Respectable, dit-elle. Autonome. Pas une femme qui a besoin qu'on la surveille. Ethan tenait sa tasse de café à deux mains et regardait le jardin. Et ma présence ici menace cela. Ça complique les choses, dit-elle avec précaution. Il resta silencieux un moment. Puis il dit, « Madame Whitmore, je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas ici parce que je cherche quelque chose de particulier de votre part. Je suis ici parce que votre pain est la meilleure chose que j'ai mangée depuis des années. Et parce que m'asseoir sur ce porche un samedi matin, c'est la première fois, depuis plus longtemps que je ne peux me souvenir, que j'ai l'impression d'être quelque part au lieu de simplement passer quelque part. » Il fit une pause. « Mais je comprends que votre situation est à vous de la gérer, et je ne la rendrai pas plus difficile pour vous qu'elle ne l'est déjà. » L'honnêteté de ses propos la désarma presque. Elle n'était pas habituée à une honnêteté qui ne voulait rien en retour. Elle regarda ses mains autour de sa tasse de café. « Je ne vous demande pas d'arrêter de venir, » dit-elle, ce qui la surprit car elle s'apprêtait à demander exactement cela. « D'accord, dit-il. Je vous dis quelle est la situation. » « Je comprends la situation, dit-il. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, puis il dit très doucement, « Vous fredonnez à nouveau. » Et elle réalisa qu'elle le faisait. Cette chose à 3 notes sans nom, bas dans sa poitrine. Elle sentit son visage s'échauffer. Il souriait en regardant le jardin, pas elle, lui laissant l'espace d'avoir ce moment en privé. « Je vous l'ai dit, dit-elle, c'est une habitude. »« Oui, dit-il, mais ça s'était arrêté pendant un moment. Et maintenant, c'est de retour. Je l'ai juste remarqué. » Clara Whitmore regarda Ethan Cole pendant un long moment. Elle regarda la façon dont il tenait sa tasse de café. Elle regarda la façon dont il n'avait pas bougé pour combler l'espace entre eux. Elle regarda le chapeau posé sur son genou, qu'il avait enlevé avant de s'asseoir, parce qu'il avait des manières ou avait appris à les simuler. Elle n'avait toujours pas compris laquelle des deux, mais elle commençait à penser que c'était peut-être la première. « Monsieur Cole, dit-elle. »« Madame, qu'est-il arrivé à votre frère? » C'était un test. Elle n'était pas tout à fait sûre de ce qu'elle testait. Elle observa son visage. Il resta silencieux un moment qui avait du poids. « Il a fait confiance aux mauvaises personnes, » dit-il enfin. « Il a perdu sa terre, son gagne-pain. Il n'avait nulle part où aller après ça et ne savait pas comment demander de l'aide. » Elle médita là-dessus. « Je suis désolée, dit-elle. J'ai passé 2 ans à chercher les hommes qui ont fait ça, dit-il. Je les ai trouvés. Ça n'a pas changé ce qui est arrivé à mon frère, mais ça voulait dire qu'il ne pourrait pas le faire à l'homme suivant. » Il la regarda fixement. Certaines choses ne peuvent pas être défaites. On peut seulement s'assurer qu'elles ne continuent pas à se produire. Clara resta silencieuse. Le vent souffla dans le jardin. Quelque part sur la route, une porte claqua. « Pourquoi me dites-vous ça? » dit-elle. « Parce que vous m'avez posé une question sur mon frère, dit-il, et je ne mens pas aux gens qui me posent des questions honnêtes. » Elle soutint son regard un instant, puis elle reporta son attention sur son café. « Le pain est bon aujourd'hui, dit-elle. Le pain est toujours bon, dit-il, et elle le sentit à nouveau. Cette chose pour laquelle elle n'avait pas de nom, le changement de température dans une pièce qui a été froide pendant très longtemps, quand quelque chose de chaud y entre et y reste. Elle ne l'examina pas. Elle y apporta une 2e tasse de café à la place. Et ils restèrent assis sur le porche jusqu'à ce que la lumière change. Et Clara Whitmore fredonna sans se rendre compte qu'elle le faisait. 3 notes qui se répétaient avec de petites variations. Un son qui vivait dans sa cage thoracique et non dans sa mémoire, se déplaçant dans l'air froid du Wyoming comme quelque chose qui avait enfin retrouvé son chemin après un très long voyage. Le problème quand on laisse la chaleur revenir dans une maison froide, c'est qu'on oublie pendant un petit moment à quel point il a été dur de survivre au froid. Et puis l'hiver vous le rappelle. L'hiver. C'était un mercredi matin, 3 semaines après le début de novembre, quand ma belle Puite cessa de prétendre que son inquiétude était personnelle et la rendit publique. Clara l'apprit indirectement,
comme elle apprenait la plupart des choses à Ridgeline, par le silence particulier qui s'installait autour d'elle quand elle entrait dans une pièce où les gens venaient de parler. Elle était devenue douée pour lire ce silence. Il avait son propre vocabulaire. La femme de l'épicier, Janet Oakes, fut celle qui finit par le lui dire franchement. Car Janet était une femme respectable qui croyait que de mauvaises nouvelles annoncées avec gentillesse valaient toujours mieux que de mauvaises nouvelles annoncées par surprise. Elle vint à la porte arrière de Clara un mercredi après-midi avec un pot de ses pêches en conserve, et ce regard particulier sur son visage, prudent, apologétique, que Clara avait appris à reconnaître comme le signe que quelque chose se préparait. « Vous devriez savoir, dit Janet, debout sur le porche avec les pêches dans les deux mains, que ma belle a parlé au Reverend Howell. » Clara se tenait sur le pas de la porte et attendit. « Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour votre situation avec le cowboy de chez Henderson. » Janet regarda le pot de pêche. « Le révérend a l'intention de vous rendre visite. » Clara resta silencieuse un moment. « Quand? »« Dimanche, peut-être après le service. » Janet leva enfin les yeux. « J'ai dit à ma belle qu'elle cherchait des ennuis. Je veux que vous le sachiez. »« Je sais, » dit Clara. « Merci, Janet. » Elle prit les pêches, elle ferma la porte, elle se tint dans la cuisine avec le pot dans les mains et sentit la compression familière dans sa poitrine, celle qu'elle avait appris à reconnaître comme la sensation d'un monde qui avait déjà décidé de ce qu'elle était autorisée à être et qui resserrait son emprise. Elle ne fredonna pas cet après-midi-là. Samedi arriva, et Ethan avec lui, et Clara prit une décision avant même qu'il ne frappe. Elle n'allait pas lui parler du Reverend Howell, ni de Mabel Pwitt, ni de la conversation que Janet avait rapportée. Elle gérait les opinions de cette ville depuis 3 ans sans l'aide de personne, et qu'elle n'allait pas commencer à exposer ses problèmes à un public maintenant. Pas même un public d'une seule personne qui s'était montrée de toutes les manières possibles, véritablement et discrètement de son côté. Il apporta du bois de chauffage. Elle ne le lui avait pas demandé. Elle sortit au son de ses bottes sur le porche et le trouva en train d'empiler des bûches fendues contre le côté de la maison, avec l'efficacité méthodique d'un homme qui a fait cela 1000 fois. Sa première réaction fut l'irritation. L'irritation particulière d'une femme autonome à qui l'on a donné quelque chose dont elle avait besoin sans avoir à le demander. Et sa deuxième réaction, suivant immédiatement et inconfortablement la première, fut qu'elle avait envie de pleurer. Ce qu'elle ne ferait pas et ne fit pas. Mais l'envie était là, et elle la nota. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-elle. »« Je sais. » Il n'arrêta pas d'empiler. « Henderson en a plus qu'il n'en faut du pâturage nord. Il a dit que je pouvais prendre ce que je voulais. » Ce n'est pas la question. Il s'arrêta alors et la regarda droit dans les yeux, comme il le faisait quand il pensait qu'elle disait une chose pour en signifier une autre. « Quelle est la question, Madame Whitmore? » Elle soutint son regard. « La question est que je me débrouille très bien. » « Je sais que vous vous débrouillez très bien, dit-il. Ça ne veut pas dire que se débrouiller très bien, c'est la même chose qu'avoir assez de bois de chauffage. » Elle ouvrit la bouche puis la referma, car il n'y avait aucun argument contre cela. Ce n'était que de l'orgueil déguisé en principe. Et elle essayait depuis 3 ans de faire la distinction entre les deux. « Merci, dit-elle, ce qui lui coûta encore quelque chose, mais moins que la première fois. « De rien, dit-il. Il ramassa la dernière bûche, la posa sur la pile, puis se tourna vers elle. « Vous allez bien? Vous avez l'air de porter quelque chose de plus lourd que d'habitude. »« Je vais bien. » Il la regarda un moment. Elle le sentit décider s'il devait insister ou non, et elle apprécia, comme elle en était venue à l'apprécier, qu'il ait pris la bonne décision. « D'accord, dit-il. Alors j'aimerais un peu de votre pain si vous en avez, et peut-être que vous pourriez me raconter comment s'est passée votre semaine. » Elle faillit dire que tout allait bien, la même réponse réflexe qu'elle donnait à tout. Celle qui était devenue si automatique qu'elle ne savait parfois plus si c'était un mensonge ou juste une habitude qui avait survécu à son utilité. Au lieu de cela, elle dit « Entrez alors ». Ils s'assirent à sa table de cuisine, ce qui était nouveau. Il n'était jamais entré auparavant, seulement sur le porche. Elle le regarda observer la cuisine, avec ce genre de regard qui ne se transforme pas en commentaire. Il remarquait des choses, elle pouvait le voir dans ses yeux, mais il ne mettait pas en scène ses observations, et elle respectait cela. Elle posa le pain sur la table, versa le café et s'assit en face de lui, et dit, sans vraiment l'avoir prévu,
Le révérend Howell va me rendre visite. Ethan posa sa tasse de café. À cause de moi. Ce n'était pas une question. Elle hocha la tête. Clara, dit-il, et c'était la première fois qu'il utilisait son prénom, et ils le remarquèrent tous les deux. Un petit changement, une porte qui s'entr'ouvre d'1 centimètre. Si ma venue ici vous rend la vie plus difficile, je veux que vous me le disiez, pas que vous gériez ça autour de moi. Dites-le moi. Je vous le dis maintenant. Vous me parlez du révérend, dit-il. C'est différent de me dire ce que vous voulez. Elle regarda la table. Je ne sais pas ce que je veux, dit-elle. Je sais ce que je devrais vouloir, c'est-à-dire ne pas être le sujet de la moitié des conversations de cette ville. Je sais ce que je devrais faire, c'est-à-dire probablement vous dire que vous avez été une gentillesse et une aide, et que l'arrangement commercial a suivi son cours naturel. Elle s'arrêta. Mais, dit-il, elle leva les yeux vers lui. Mais vous avez réparé la rampe de mon Porsche sans qu'on vous le demande, et vous avez rapporté le torchon, lavé et plié, et vous avez apporté du bois de chauffage sans en faire un acte de charité, et je n'ai pas... Elle s'arrêta de nouveau. Je n'ai eu personne dans ma cuisine depuis 3 ans qui n'était pas là pour m'apporter de la pitié. Ethan resta silencieux. Il regarda ses mains sur la table. « Je n'ai pas pitié de vous, dit-il. Je ne pense pas avoir jamais eu pitié de vous. Vous êtes la personne la moins pitoyable que j'ai rencontrée depuis bien longtemps. La ville ne le voit pas de cette façon. La ville, dit-il avec précaution, voit une veuve seule et suppose que seule signifie brisée. Et un homme qui vient de la voir, elle suppose qu'il profite de quelqu'un qu'elle a déjà décidé incapable de se le défendre. Il croisa son regard. Mais vous et moi savons tous les deux que ce n'est pas ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ici, Monsieur Cole? Elle le dit doucement, non pas comme un défi, mais comme une vraie question. Le genre qu'elle ne posait plus à personne parce qu'elle avait cessé de croire que les réponses seraient honnêtes. Il soutint son regard pendant un long moment. Je suppose que c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas eu de nom depuis longtemps, dit-il. Et je ne vais pas aller au-delà de ce pourquoi vous êtes prête, mais je ne vais pas non plus prétendre que ce n'est pas là. Clara Whitmore s'assit en face d'Ethan Cole dans sa cuisine, son café refroidissant entre ses mains. Elle sentit le fragile échafaudage qu'elle avait construit autour d'elle pendant 3 ans bouger, comme une maison qui retrouve ses fondations après une longue saison de tassement. Il ne tomba pas. Il bougea simplement. Et parfois, bouger était plus effrayant que tomber. « Finissez votre pain, dit-elle, et ensuite nous verrons pour dimanche. » Le révérend Howell vint le dimanche après-midi comme prévu, son chapeau à la main et son inquiétude pastorale arrangée sur ses traits. Comme un homme qui avait pratiqué cette expression particulière et était assez satisfait du résultat. Ce n'était pas un homme cruel. C'était presque pire, pensa Clara, car la cruauté était facile à refuser. La gentillesse qui venait enrobée d'un ultimatum exigeait un autre type de courage. Clara, dit-il, s'installant dans la chaise qu'elle lui offrit, car elle avait été élevée avec des manières, même si Ridgeline n'avait pas été élevé pour les mériter. « Je veux vous parler d'ami à ami. »« D'accord, dit-elle. Les gens de cette congrégation se soucient de vous. »« Les gens de cette congrégation s'intéressent à moi, » dit-elle agréablement. « Ce n'est pas tout à fait la même chose. » Le révérend Howell s'éclaircit la gorge. « Le cow-boy de chez Henderson, il est venu ici plusieurs fois. » En effet. « Clara, je veux que vous pensiez à ce que cela dit de votre réputation, à ce que Thomas aurait... » « Ne faites pas ça, dit-elle. Sa voix resta égale. Ses mains sous la table s'immobilisèrent. « N'impliquez pas Thomas là-dedans, révérend. Vous ne connaissiez pas assez bien Thomas pour parler en son nom, et je le connaissais assez bien pour savoir qu'il ne voudrait pas que son nom soit utilisé comme une clôture pour me garder enfermé. » L'expression du révérend changea, pas méchamment, mais avec le recalibrage particulier d'un homme qui s'attendait à une conversation plus facile. « Je n'essaie pas de vous enfermer. J'essaie de vous protéger. » « De quoi? D'un homme que personne ne connaît? De rumeurs qui pourraient vous nuire? »« Les rumeurs circulent déjà, dit-elle. Elles ont commencé avant même que M. Cole ne mette les pieds sur mon porche. Elles ont commencé le mois après la mort de Thomas, quand je ne me suis pas effondré comme la ville s'y attendait, et elles n'ont pas cessé depuis. » Elle croisa les mains sur la table. « Si l'on doit parler de moi quoi que je fasse, j'aimerais au moins faire quelque chose qui vaille la peine qu'on en parle. »
Le révérend la dévisagea. Clara, j'apprécie votre visite, dit-elle en se levant. Vraiment. Et je comprends que vous voulez bien faire. Mais Monsieur Cole n'a rien fait de déplacé. Et je n'ai rien fait de déplacé. Et je vais vous demander de transmettre ce message à qui de droit. Car je soupçonne que l'inquiétude dans ce cas vient d'une source qui n'est pas aussi pure que la pastorale. Le Reverend Howell partit. Clara se tint dans sa cuisine, posa les deux paumes à plat sur la table et inspira lentement par le nez. Puis elle commença le pain pour samedi. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, ce qu'elle n'avait calculé dans aucune version de ses plans, c'est ce qui s'est passé au ranch des Henderson le jeudi. Elle l'apprit de nouveau par Janet Oakes au magasin. Il y avait eu une confrontation. 3 hommes de la ville. Elle n'obtint pas tous les noms, mais elle en eut 2, et l'un d'eux était le mari de Mabel Pwitt, ce qui expliquait plusieurs choses. Ils étaient allés au ranch des Henderson et avaient eu des mots avec Ethan Cole. Janet ne savait pas exactement ce qui avait été dit. Elle savait qu'Ethan Cole n'avait pas donné de coup de poing, ce que les hommes avaient apparemment espéré, car cela leur aurait donné une raison plus nette de le faire chasser du comté. Elle savait qu'il avait tenu bon, avait parlé calmement et ne leur avait pas donné ce qu'ils voulaient. Elle le savait parce que Henderson lui-même l'avait dit à sa femme et sa femme l'avait dit à Janet. Ethan Cole était rentré ensuite et avait travaillé le reste de son corps de travail sans un mot à personne à ce sujet. Clara se tenait au milieu de l'épicerie générale avec un rouleau de calicot dans les bras. Elle sentit quelque chose pour lequel elle n'était pas préparée la traverser comme un courant. Elle rentra chez elle. Elle posa le tissu sur la table. Elle resta longtemps dans la cuisine. Elle pensa à un homme qui avait été confronté par 3 étrangers en son nom et ne lui avait rien dit. Il avait absorbé le choc, n'avait rien dit, et était revenu samedi comme toujours pour son pain, pour le porche, pour le fredonnement à 3 notes qu'elle ne pouvait s'empêcher de faire près de lui. Elle pensa au coût de ce genre de dignité silencieuse qu'elle comprenait mieux que la plupart des gens car elle le payait elle-même depuis 3 ans. Elle pensa à ce que signifiait sa colère contre lui pour ne pas lui avoir dit, et à ce que signifiait que sous la colère, il y avait quelque chose qui ressemblait dangereusement au mot reconnaissante. Et sous la reconnaissance, il y avait quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Mais c'était là, et ça l'avait été plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. Samedi matin, elle était dans la cuisine avant l'aube. Le pain qu'elle prépara ce matin-là fut le meilleur qu'elle ait fait depuis des années. Elle le sut au moment où la pâte se forma sous ses mains, élastique et vivante, le levain faisant exactement ce qu'il était censé faire. Elle la travailla avec une précision et un soin qui avaient quelque chose de presque cérémoniel, car elle avait décidé quelque chose dans le long silence entre jeudi et samedi matin. Et la décision s'était installée dans sa poitrine, avec le poids particulier des choses qui sont vraies. Il arriva à son heure habituelle, botte sur le porche, cou à la porte. Elle ouvrit avant qu'il ne puisse frapper une deuxième fois. Il regarda son visage et il eut quelque chose qui le figea. « Vous avez entendu ?» dit-il. « Ce n'était pas une question. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» Il soutint son regard. « Parce que ce n'était pas votre problème à porter. Ils s'en sont pris à vous à cause de moi. Ils s'en sont pris à moi parce qu'ils ont décidé que vous aviez besoin d'être protégé de vous-même, dit-il. Et je ne suis pas d'accord avec cette évaluation, et je le leur ai dit. Qu'est-ce que vous leur avez dit exactement? Il faillit sourire, ce petit sourire au coin de sa bouche qu'elle avait appris à guetter. Je leur ai dit qu'une femme adulte qui fait son propre pain, paye ses propres dettes et tient sa propre maison, n'a pas besoin de 3 hommes à cheval pour gérer son calendrier social. Clara le regarda. Quelque chose lui monta à la gorge, qui aurait pu être un rire ou toute autre chose. « Vous avez dit ça? » Des mots dans ce sens. Elle recula du seuil. « Entrez, Ethan. » Il entra. Il s'assit à la table de la cuisine. Elle posa le pain entre eux, versa le café et s'assit en face de lui. Aucun d'eux ne dit rien pendant un moment. La cuisine était chaude et le pain était le meilleur qu'elle ait fait depuis des années. Dehors, Ridgeline faisait ce que Ridgeline allait faire. Et rien de tout cela, pour la première fois, ne semblait être la chose la plus importante dans la pièce. « Ils ne vont pas s'arrêter, dit-elle. « Non, acquiesça-t-il. Ils vont continuer à trouver des moyens de rendre cela difficile. »« Probablement, dit-il. Et vous allez quand même venir le samedi? » Il la regarda fixement. « Si vous le voulez. » Elle prit son café, regarda le grain de la table, le reposa. « Hier soir, j'ai fait un pain à 3 heures du matin, dit-elle. Pas parce que j'en avais besoin,
Mais parce que je ne pouvais pas dormir et me lever pour faire du pain était la seule chose qui avait du sens. Et pendant que je travaillais la pâte, je fredonnais. Et puis j'ai réalisé pourquoi je fredonnais. Elle s'arrêta. Pourquoi? Dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui. Parce que vous alliez venir le matin, dit-elle, et c'était suffisant pour rendre le silence supportable. Ethan Cole resta très immobile en face d'elle. Le genre d'immobilité qui n'était pas absence, mais présence totale, attentive et réelle. Clara, dit-il, ne dites rien de facile, dit-elle. Le facile ne m'intéresse pas. Je n'allais pas le faire, dit-il. Et puis, après un moment, je suis chez Henderson depuis 3 semaines et chaque matin, en me réveillant, je pense à votre pain, à votre Porsche et à ce son que vous faites. Et je pense que je pourrais rester à un endroit à nouveau. Je ne pensais pas pouvoir le faire après mon frère, après tout. Il regarda ses mains sur la table. Ça me fait un peu peur. Bien, dit-elle. Il leva les yeux. Bien. Ça me fait peur aussi, dit-elle. Et j'ai eu peur seul pendant 3 ans. C'est mieux d'avoir peur avec quelqu'un qui a au moins lavé le torchon. Il sourit alors pleinement et cela changea tout son visage. Et Clara Whitmore, Whitmore qui s'était appris à rester insensible à de très nombreuses choses, sentit cela la traverser comme le premier matin chaud après un très long hiver. Soudain, réel, pas entièrement sûr et valant complètement le coup. Maintenant, mangez votre pain, dit-elle. C'est le meilleur que j'ai fait depuis des années, et je ne vais pas le laisser refroidir pendant que nous restons assis ici à avoir peur ensemble. Oui, madame, dit-il. Et dehors, Ridgeline continuait de parler. Et à l'intérieur, aucun d'eux n'écoutait plus. Le problème avec une ville qui s'est fait une opinion sur vous, c'est qu'elle n'a pas besoin de nouvelles preuves. Elle a juste besoin d'une nouvelle occasion. L'occasion se présenta un mardi, la première semaine de décembre, quand Clara entra dans l'épicerie générale et trouva 4 femmes rassemblées au comptoir des tissus. Dans cette disposition particulière qui signifiait que la conversation avait été bonne avant son arrivée et était maintenant suspendue, attendant qu'elles partent pour reprendre. Elle les reconnut toutes. Elle avait recousu les boutons des manteaux de leur mari. Elle leur avait vendu du pain pour leur table du dimanche. Elle connaissait les noms de leurs enfants. Elle posa son panier sur le comptoir, demanda de la farine et du sel, et ne leur donna rien. Pas un tressaillement, pas un regard, pas la satisfaction de savoir qu'elles avaient touché leur cible. L'épicier prépara sa commande sans croiser son regard, ce qui lui indiqua que la conversation avait eu lieu ici aussi. Pas seulement au comptoir des tissus, et qu'elle durait depuis assez longtemps pour que même lui ait pris parti. Elle paya. Elle ramassa son panier. Elle se dirigea vers la porte. « C'est une honte », dit l'une des femmes derrière elle. Ni fort, ni basse, calibrée parfaitement pour que Clara l'entende, et pour que personne n'en soit responsable. Une femme de son âge qui se donne en spectacle. Clara s'arrêta de marcher. Tout le magasin se figea. Elle se tint la main sur le cadre de la porte et prit une décision en l'espace de 2 secondes. Elle savait qu'elle en serait soit fière, soit qu'elle le regretterait longtemps. Puis elle se retourna. « Un spectacle, dit-elle. » Sa voix était égale. « Je vends du pain, Madame Carver. Je m'assois sur mon porche. Je bois du café avec un homme qui répare ce qui est ce que c'est cassé, qui dit ce qu'il pense, et qui n'envoie pas 3 autres hommes devant lui pour faire ce qu'il a peur de faire lui-même. » Elle les regarda chacune à leur tour avec le regard attentif et délibéré d'une femme qui en a fini d'être invisible. Quand cela devient un spectacle, je pense que le problème n'est pas le spectacle, c'est le public. Elle sortit. Ses mains tremblaient au moment où elle atteignit la route, mais elles tremblaient comme des mains tremblent après avoir fait quelque chose qui devait être fait. Pas de peur, mais de la force de l'acte. Elle était à mi-chemin de chez elle quand elle entendit des bottes sur la route derrière elle. Elle se retourna et c'était Ethan. Il sortait de la quincaillerie de l'autre côté de la rue. Il l'avait vu sortir de l'épicerie générale. Il avait lu quelque chose dans sa façon de marcher. Elle ne savait pas quoi. Elle n'avait pas conscience de marcher d'une manière particulière. Et il avait traversé la route sans hésiter. « Clara, je vais bien, dit-elle automatiquement. « Je sais que vous allez bien, dit-il, se mettant à son pas sans en faire toute une histoire. Vous allez toujours bien. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. »
Vous n'avez rien demandé. J'allais le faire. Elle regarda droit devant elle. J'ai dit à Mary Carver que le problème avec le spectacle, c'est le public. Il y eut une pause. Devant des témoins, 4 d'entre eux, il resta silencieux un moment. Puis, bien, elle le regarda de côté. Vous trouvez que c'était bien? Je pense que vous avez avalé des choses pendant 3 ans qui auraient étouffé une personne de moindre envergure, dit-il. Je pense que le fait que vous l'ayez dit à voix haute, en public, au visage de quelqu'un, au lieu de le dire à votre pâte à pain, est une chose digne d'être notée. Elle s'arrêta de marcher. Il s'arrêta à côté d'elle. Ils se tinrent au milieu de la route, dans l'air froid de décembre. Elle le regarda et sentit le mouvement interne complexe d'une femme qui est vue clairement par quelqu'un d'autre pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne peut s'en souvenir clairement, et qui n'est pas encore certaine si c'est un soulagement ou un danger. « Vous m'observiez, dit-elle. J'étais de l'autre côté de la rue, dit-il. Je ne vous observais pas. Je vous ai vu. Il y a une différence. Observer signifie que j'attendais quelque chose, dit-il. Voir signifie que je ne pouvais pas m'en empêcher. Clara Whitmore se tenait sur la route à Ridgeline, Wyoming, et sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 3 ans bouger dans sa poitrine. Pas se briser, pas s'effondrer, mais s'ouvrir. Comme une fenêtre s'ouvre après un long hiver, prudemment, centimètre par centimètre, laissant sortir le froid et entrer ce qui était plus chaud. « Raccompagnez-moi chez moi, dit-elle. « Oui, madame, dit-il. Il la raccompagna chez elle. Il resta sur le porche jusqu'à la tombée de la nuit. Ils parlèrent de son frère, plus qu'il ne l'avait fait auparavant. Comment il s'appelait Daniel, comment il avait été le genre d'homme qui riait facilement et faisait de confiance trop vite, et comment les hommes qui avaient pris sa terre l'avaient fait avec de la paperasse et de la patience. 2 signatures falsifiées et un privilège qui n'aurait pas dû exister. Et le temps que Daniel comprenne ce qui s'était passé, c'était déjà légalement fait. Ethan avait passé 2 ans à démêler l'affaire, apprenant plus sur les registres fonciers, les dépôts d'actes et les greffiers de palais de justice qu'il n'avait jamais voulu en savoir. Jusqu'à ce qu'il comprenne exactement comment cela avait été fait et puisse le prouver à l'évaluateur du comté. « Sont-ils allés en prison? » demanda Clara. « Un seul, dit-il. Les 2 autres ont quitté le territoire avant que je puisse finir de monter le dossier, mais la terre est revenue à la succession de Daniel. » Une pause. Pas que ça l'ait beaucoup aidé à ce moment-là. Mais elle resta silencieuse. Qu'est-ce qui l'a aidé? Ethan regarda ses mains sur ses genoux. Savoir que quelqu'un se souciait assez pour se battre pour ça, dit-il. Il me l'a dit vers la fin, que le résultat importait moins que le fait que quelqu'un se battait encore. Clara garda cela en elle un moment. Vous avez beaucoup appris sur la façon dont les hommes volent des terres. Oui. Actes falsifiés, privilèges frauduleux. Elle le dit lentement, quelque chose se retournant dans son esprit. Vous pourriez le reconnaître si vous le revoyez. Il la regarda. Que me demandez-vous? Elle secoua la tête. Rien pour l'instant. Mais la pensée était là, précise et spécifique, et elle la classa comme elle classait tout ce qui comptait. Pas sur papier, mais au fond de son esprit, où les choses attendaient jusqu'à ce qu'elle soit prête pour elle. Ce qu'elle n'avait pas dit à Ethan, n'avait dit à personne, c'est qu'il y a 3 semaines, elle avait trouvé quelque chose dans la maison de sa grand-mère qu'elle ne savait pas y être. Elle avait déplacé une lame de plancher lâche dans la chambre du fond, celle qui cliquetait depuis l'été et qu'elle avait reporté de réparer parce qu'elle reportait tout ce qui n'avait pas à voir avec le pain ou le loyer. Sous la planche, dans une boîte en fer blanc qui avait autrefois contenu les aiguilles à coudre de sa grand-mère, elle avait trouvé un titre de propriété. Le titre de propriété de sa grand-mère, couvrant non seulement la maison et son petit terrain, mais 40 acres de pâturage s'étendant à l'est le long du ruisseau, que Clara ne savait pas appartenir à sa famille. 40 acres qui, selon l'acte, n'avaient jamais été correctement transférés ou vendus. 40 acres qui, selon le registre foncier du comté qu'elle avait discrètement demandé au bureau de l'évaluateur il y a 3 semaines, étaient actuellement répertoriés sous le nom d'un homme appelé Aldis Greer, un agent foncier de Cheyenne qui avait étendu ses possessions dans le comté au cours des 4 dernières années, avec une vitesse et une uniformité que Clara, qui avait tenu les livres du ranch de Thomas et comprenait les chiffres mieux que la plupart des gens à Ridgeline, trouvait profondément intéressante. Elle ne l'avait pas encore dit à Ethan.
Elle était encore en train de construire l'image, et elle ne voulait pas donner à quelqu'un une chose à moitié finie et lui demander de l'aider à la porter. Elle avait appris cette leçon particulière à la dure, d'un mari qui avait remis des choses à moitié finies aux mauvaises personnes et s'était retrouvé avec des reconnaissances de dettes et une tombe précoce. Mais elle y pensait en s'endormant cette nuit-là, et y pensait en se réveillant avant l'aube. Et la pensée avait maintenant une forme, une direction, et pour la première fois en 3 ans, ce sur quoi elle travaillait ne ressemblait pas à de la survie. Ça ressemblait à un combat. Le deuxième rebondissement vint d'une direction que Clara n'avait pas anticipée, ce qui était la seule façon dont les rebondissements dignes de ce nom arrivaient jamais. Son nom était Roy Greer. Il était le frère cadet d'Aldis Greer et il arriva à Ridgeline un jeudi matin. Il se présenta à l'épicerie générale comme un arpenteur géomètre, effectuant des évaluations de routine pour le comté. C'était un mensonge si bien livré qu'il aurait entièrement convaincu Clara si elle n'avait pas déjà regardé le nom Greer dans un contexte très différent depuis 3 semaines. Elle entendit parler de Roy Greer de la même manière qu'elle entendait parler de tout, par Janet Oakes. Oakes qui était devenu, qu'elle le sache ou non, la source d'information la plus fiable de Clara. Nouvel homme en ville, dit Janet, apparaissant à la porte arrière de Clara un jeudi après-midi avec un pot de beurre de pomme et l'air de quelqu'un qui apporte des nouvelles qu'il pense pouvoir être importantes sans être sûr pourquoi. Il dit qu'il est avec l'arpenteur du comté. Il posait des questions au magasin sur les propriétés le long du ruisseau Est. Les mains de Clara s'immobilisèrent sur le pain qu'elle façonnait. Quel genre de questions? Le genre amical, dit Janet. Juste général. Qui possède quoi par là, s'il y a eu des changements ces dernières années? Elle fit une pause. Il a posé des questions sur cette maison. Clara leva la tête. Il a posé des questions spécifiquement sur cette maison? Sur la propriété de votre grand-mère, dit Janet. Il n'a pas utilisé ces mots, mais les questions pointaient dans cette direction. Après le départ de Janet, Clara s'assit à sa table de cuisine avec le titre de propriété devant elle et le registre du comté à côté. Elle réfléchit très attentivement pendant un long moment. Puis elle remit les 2 documents dans la boîte en fer blanc et mit la boîte en fer blanc à un endroit différent du plancher. Car le plancher était maintenant un endroit où un homme appelé Roy Greer pourrait penser à regarder. Elle se rendit chez les Henderson le lendemain matin. Elle n'était jamais allée au ranch des Henderson auparavant. Elle n'avait aucune raison d'y aller, et il y avait au moins 3 raisons de ne pas le faire, à commencer par ce que cela donnerait, et à finir par son orgueil, qui était un véritable obstacle, même quand elle le savait. Mais l'orgueil était un outil, pas un principe, et il lui restait assez de principes pour connaître la différence. Alors elle sella la vieille jument qu'elle gardait par nécessité plutôt que par affection, et parcourut les 4 milles vers le nord. Elle demanda au premier ouvrier quelle vie où travaillait Ethan Cole. Il sortit de la grange, la vit à cheval, et tout son visage changea. Pas de façon spectaculaire, juste de la petite manière précise dont son visage changeait quand quelque chose comptait pour lui. Un changement autour des yeux, une immobilité. « Clara, dit-il, qu'est-ce qui ne va pas? »« Rien ne va pas, dit-elle. Je dois vous dire quelque chose et je ne voulais pas attendre jusqu'à samedi. » Il l'aida à descendre de cheval, ce qu'elle le laissa faire car il n'y avait aucun argument pratique contre cela. Ils s'éloignèrent de la grange, là où personne ne pouvait les entendre facilement. Et elle lui raconta tout, le plancher, l'acte, les 40 acres, le registre du comté et le nom d'Aldis Greer. Les résultats de l'arpentage qui montraient la terre enregistrée au nom de Greer avec une date postérieure de seulement 8 mois à l'acte de sa grand-mère. Ce qui signifiait que si le transfert avait été légal, il y aurait une trace écrite. Et s'il y avait une trace écrite, elle serait au palais de justice du comté à Cheyenne. Elle lui parla de Roy Greer en ville. Quand elle eut fini, Ethan resta silencieux un moment rempli de réflexion. « La terre est à vous, dit-il, et si l'acte est antérieur à son enregistrement, et qu'il n'y a pas de transfert légitime enregistré, la terre est à vous. »« Je sais, dit-elle. Mais savoir et prouver sont 2 choses différentes. Je le sais mieux que la plupart des gens, dit-il. Elle le regarda réfléchir. Roy Greer n'est pas un arpenteur du comté. Le comté n'envoie pas d'arpenteur demander aux propriétaires d'épicerie générale des informations sur des propriétés familiales spécifiques. Non, dit-elle,
Il est ici parce que quelqu'un a dit à Aldous Greer qu'un acte pourrait faire surface. Qui était au courant de l'acte? Personne, dit-elle. Je n'ai rien dit à personne, mais j'ai demandé le registre du comté au bureau de l'évaluateur il y a 3 semaines. Et si Aldous Greer a une relation avec ce bureau, alors il saurait que quelqu'un a posé des questions. Ethan termina. Ils se regardèrent. Il va agir vite, dit Ethan. S'il sait que vous avez regardé les registres, il va essayer de devancer ce que vous êtes en train de construire. Je sais, dit Clara. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. Il la regarda fixement. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin de quelqu'un qui sait comment ce genre de fraude fonctionne, dit-elle. De l'intérieur. Qui sait à quoi ressemble la paperasse, où les falsifications ont tendance à se produire, et ce qu'un transfert légitime exige réellement par rapport à ce qu'un transfert frauduleux omette. Je sais tout ça, dit-il. Je sais que vous le savez, dit-elle. C'est pourquoi je suis ici et nulle part d'ailleurs. Quelque chose traversa son visage. Elle ne pouvait pas le nommer précisément, mais c'était dans le voisinage de l'émotion. L'expression d'un homme à qui on a confié quelque chose de réel par quelqu'un qui n'accorde pas sa confiance facilement et sait ce que cela coûte. Il y a un palais de justice à Cheyenne, dit-il. Il y en a un, et un bureau de l'évaluateur du comté avec des registres remontant à 30 ans. Et j'ai l'acte original de ma grand-mère avec sa signature dessus, dit-elle. Et une date qui précède de 8 mois les papiers du frère de Roy Greer. Clara, il soutint son regard. Si nous tirons ce fil, ce ne sera pas seulement Mabel Pwitt, le Reverend Howell et 3 hommes à cheval à la porte de Henderson. C'est différent. Aldous Greer a de l'argent, de l'influence, et il fait ça depuis des années. Je sais, dit-elle. Ça pourrait devenir moche. Ethan, dit-elle, son nom prononcé avec une fermeté particulière. Ma grand-mère a construit cette maison. Ma grand-mère a travaillé cette terre. Elle a été prise avec un stylo, un morceau de papier et un greffier de palais de justice qui soit n'a pas regardé attentivement, soit a été payé pour ne pas le faire. Et j'ai vécu dans cette maison, payant des dettes qui n'auraient jamais dû être ma responsabilité. Et je me suis débrouillé. Elle soutint son regard. J'en ai fini de me débrouiller. Je veux ce qui m'appartient. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein de 3 années de pain, de dettes et de gestion, de fredonnement à 3 notes et de cuisine froide, de marche de Porsche, de torchons lavés, de bois de chauffage et de café refroidissant entre 2 personnes apprenant ce que le mot « confiance » signifiait quand il était construit sur quelque chose de réel. « D'accord, dit Ethan. « D'accord, dit-elle. J'aurais besoin de voir l'acte et le registre du comté. Je les apporterai samedi. » Il hocha la tête, puis quelque chose changea dans son expression, quelque chose de prudent et de délibéré, et il dit « Roy Greer a posé des questions au magasin sur votre maison aujourd'hui. »« Je sais. Il pourrait venir à la propriété. »« Il laisse le bienvenu pour frapper à ma porte, dit-elle. »« Je répondrai. » Ethan la regarda pendant un long moment. « Vous n'avez pas peur de lui. »« J'ai peur de beaucoup de choses, dit-il. Il n'en fait pas partie. » Elle prit les rênes de sa jument. « Les choses dont j'ai peur sont celles qui valent la peine d'avoir peur. Les hommes comme Roy Greer ne sont que des obstacles. J'ai contourné des obstacles toute ma vie. » Elle mit son pied dans l'étrier, se hissa en selle et le regarda d'en haut. Il la regardait comme il l'avait regardé sur son porche ce premier samedi, quand elle avait dit que le silence était trop assourdissant et qu'il avait hoché la tête comme si elle avait dit quelque chose de tout à fait sensé, avec une plénitude d'attention qui, même maintenant, la prenait encore quelque part au dépourvu. « Samedi, dit-elle. »« Samedi, dit-il. » Elle repartit vers Ridgeline et ne se retourna pas, car elle savait déjà qu'il la regardait partir, et c'était suffisant. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'aurait pas pu savoir encore, c'est que lorsqu'elle arriva chez elle, mit sa jument dans le petit enclos et entra pour commencer le pain de l'après-midi, Roy Greer se tenait déjà sur son porche avant. C'était un homme imposant, plus large que son frère d'après ce qu'elle avait entendu, avec un costume trop beau pour un arpenteur de comté et un sourire qui ne bougeait que dans la moitié inférieure de son visage. Il tenait son chapeau et souriait quand elle contourna le côté de la maison et le vit, et quelque chose dans sa poitrine devint immédiatement, précisément froid. « Madame Whitmore, dit-il, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ça. Mon nom est Roy Greer. Je suis du bureau de l'évaluateur du comté.
J'espérais vous poser quelques questions sur votre propriété. Clara le regarda. Le costume, le sourire qui n'atteignait pas ses yeux, les mains tenant le chapeau. De grandes mains, des mains patientes, les mains d'un homme très à l'aise d'attendre. Elle pensa à la boîte en fer blanc dans son nouvel emplacement. Elle pensa à Ethan dans la grange à 4 miles au nord et à ce qu'il avait dit sur le fait d'agir vite. Elle pensa à l'acte de sa grand-mère, à la date dessus, et aux 8 mois qui la séparaient de 40 acres que quelqu'un avait décidé qu'elle n'avait pas besoin de connaître. Bien sûr, dit-elle, et sa voix était chaude, facile et complètement stable. Entrez, Monsieur Greer, je vais faire du café. Elle ouvrit la porte, le laissa entrer devant elle, le suivit et ferma la porte derrière eux. Et à l'intérieur, Clara Whitmore n'avait pas peur du tout. Elle était prête. Roy Greer but son café comme les hommes boivent du café quand ils ne pensent pas du tout au café. Tenant la tasse, la soulevant à intervalles, la reposant, ses yeux se déplaçant dans la cuisine avec la patience particulière de quelqu'un qui catalogue une pièce dans laquelle il a l'intention de revenir dans des circonstances différentes. Clara s'assit en face de lui à la table, gardant ses mains visibles, son visage agréable et son esprit tournant à toute vitesse en dessous. Comme il tournait toujours quand elle résolvait un problème, rapide, silencieux et ne laissant rien paraître en surface. La limite de votre propriété longe le ruisseau à l'est, dit-il. Ma maison se trouve sur le terrain que ma grand-mère m'a laissé, dit Clara. Elle rendit la chose simple, délibérée, comme si elle n'avait jamais regardé d'autre acte que celui couvrant la maison. Un petit terrain, pas grand-chose à arpenter. Exact, exact. Il sourit de nouveau, le sourire de la moitié inférieure. Il y a eu une question au bureau de l'évaluateur concernant la limite du ruisseau. Une affaire de routine. Certaines des anciennes descriptions d'actes dans ce comté ont été rédigées sans précision, et nous sommes en train de les revoir et de les standardiser. Cela semble être beaucoup de travail, dit Clara agréablement. Ça l'est, acquiesça-t-il. Votre grand-mère, Margaret Holt, c'est bien ça? Elle a déposé son acte original vers 1851. Clara nota qu'il connaissait l'année. Il n'avait pas demandé. Il savait déjà. Je crois que c'est exact, dit-elle, comme si elle n'en était pas tout à fait sûre. Elle est décédée avant que je sois assez grande pour discuter de propriété avec elle. Bien sûr. Il tourna la tasse sur la table. Auriez-vous par hasard des documents de cette époque, un vieil acte, des notes d'arpentage, quelque chose de ce genre? Voilà. Clara l'attendait, comme on attend le coup que l'on sait venir, sans le redouter, en le suivant pour pouvoir bouger au bon moment. Elle pencha la tête avec l'expression d'une femme faisant de son mieux pour être utile. J'ai bien regardé ces affaires quand j'ai emménagé, principalement des articles ménagers, une Bible, quelques lettres. Elle fit une pause. Je ne me souviens pas avoir trouvé quelque chose comme un acte, mais c'était une période difficile, juste après le décès de mon mari. Je n'ai peut-être pas regardé attentivement. Roy Greer l'étudia. Elle le laissa l'étudier, gardant son expression douce et légèrement incertaine. Le visage d'une femme submergée par le chagrin, qui n'avait pas prêté une grande attention à la paperasse. Si quelque chose apparaissait, dit-il, il serait important de l'apporter au bureau de l'évaluateur. Les vieux documents craignent parfois des complications avec les registres actuels. Nous voudrions vous aider à régler ça. Je suis sûr que vous le feriez, dit Clara chaleureusement. Je regarderai à nouveau. Il partit 20 minutes plus tard. Clara se tint à la fenêtre et regarda son cheval s'éloigner sur la route. Et au moment où il tourna le coin, elle se dirigea vers le manteau de la cheminée et prit la boîte en fer blanc qu'elle avait de nouveau déplacée ce matin-là. Après avoir décidé que le manteau était meilleur que n'importe quel endroit caché, car il ressemblait exactement à ce qu'il était, une boîte en fer blanc contenant de petits articles ménagers, cachés à la vue de tous. Elle l'ouvrit et regarda l'acte à l'intérieur. La signature de sa grand-mère, la date, la description du terrain avec la limite du ruisseau écrite de la propre main de sa grand-mère. Roy Greer était venu ici parce que son frère avait découvert que quelqu'un posait des questions au bureau de l'évaluateur. Il était venu pour trouver l'acte avant que Clara ne puisse l'utiliser. Et il était parti sans, croyant qu'elle ne l'avait pas ou ne savait pas ce qu'elle avait. Elle avait du temps jusqu'à ce qu'il fasse son rapport à Aldis. Elle se donna 2 jours, peut-être 3, avant que l'approche ne passe d'amical à autre chose. Elle n'attendit pas samedi. Elle se rendit à cheval chez Henderson le lendemain matin,
avant le lever du jour, ce qui était la première fois qu'elle faisait quoi que ce soit dans cette ville avant le lever du jour qui ne soit pas de la boulangerie. Et quand Athènes sortit du dortoir et la vit à cheval dans le froid et l'obscurité, son visage fit quelque chose qu'elle n'eut pas le temps d'examiner pour le moment. « Il est venu à la maison, dit-elle. Ethan fut à son étrier en 4 pas. « Vous allez bien? »« Je vais parfaitement bien. Il a bu mon café, m'a demandé si j'avais des documents, et je lui ai dit que je ne me souvenais pas en avoir trouvé. Elle descendit sans attendre d'aide. Il connaissait le nom de ma grand-mère. Il connaissait l'année de l'acte original. Aldous Greer est assis sur cette information depuis longtemps, Ethan. Il est au courant de cet acte foncier depuis au moins aussi longtemps qu'il détient l'enregistrement frauduleux. » Ethan resta silencieux un moment. « Il a quelqu'un dans ce bureau de l'évaluateur depuis tout ce temps. »« C'est ce que je pense. » »« Alors, quand vous avez demandé le registre du comté il y a 3 semaines, quelqu'un le lui a dit immédiatement, termina-t-elle. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas utiliser le bureau de l'évaluateur. Tout ce que nous y déposons va directement à Greer avant d'aller n'importe où de légitime. Ils se tinrent dans le froid et l'obscurité, et la réflexion entre eux était presque audible. « Il y a un bureau foncier fédéral à Cheyenne, dit Patton, séparé du système du comté. Si l'acte original a été déposé auprès du gouvernement territorial avant que le Wyoming n'ait une administration de comté, le registre serait là, pas au bureau du comté. » Clara le regarda. « Vous en êtes certain? » La terre de mon frère était dans la même situation, dépôt territorial antérieur au registre du comté. Sa voix était prudente, stable. Si votre grand-mère a déposé avant 1869, l'original est dans le système fédéral et Aldous Greer n'y a aucune influence. 1851, dit Clara. Ma grand-mère a déposé en 1851. Le silence qui suivit avait la qualité de quelque chose qui se met en place. Il n'a pas accès au registre fédéral, dit Ethan. Non, dit Clara, il ne l'a pas. Et si nous allons directement au bureau foncier fédéral à Cheyenne, en contournant le comté, nous sortons son homme de l'équation entièrement. Clara le regarda fixement. Pouvez-vous vous absenter de chez Henderson? Pour combien de temps? 3 jours, peut-être 4. Il la regarda un moment. Vous voulez aller à Cheyenne? Je veux aller à Cheyenne, dit-elle, avec l'acte, avec le registre du comté montrant l'enregistrement frauduleux et avec quelqu'un qui a déjà fait ça une fois et sait exactement ce qu'il regarde quand il y arrive. Ethan n'hésita pas. Je parlerai à Henderson ce matin. Elle hocha la tête, commença à se tourner vers son cheval. Clara, elle s'arrêta. Vous m'avez fait confiance pour ça, dit-il. Je veux que vous sachiez que je comprends ce que cela vous a coûté. Elle se tint dos à lui un moment. Ne rendez pas ça sentimental, dit-elle. C'est une décision pratique. Vous avez des compétences dont j'ai besoin. Oui, madame, dit-il, et elle pouvait entendre le petit sourire dans sa voix. Il lui en coûta de ne pas se retourner, mais elle ne le fit pas, car il y avait des choses à faire, et le sentimentalisme était un luxe dont elle s'occuperait plus tard. Elle rentra chez elle et commença le pain parce que ses mains avaient besoin de quelque chose à faire. Elle était profondément absorbée. De la farine sur les bras, le levain faisant son travail. Le fredonnement à 3 notes se déplaçant dans sa poitrine sans qu'elle le veuille. C'est alors que l'on frappa à sa porte d'entrée. C'était différent du coup d'Ethan à l'arrière, et ses mains s'immobilisèrent. Elle les essuya sur son tablier, alla à la porte d'entrée, l'ouvrit. Aldous Greer lui-même était sur son porche. Elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle s'était fait une image de lui à partir de documents, de récits de seconde main et du costume coûteux de Roy Greer. Et l'homme sur son porche correspondait et dépassait cette image de toutes les manières inconfortables. Il avait peut-être 60 ans, avec l'assurance posée d'un homme qui a obtenu ce qu'il voulait depuis assez longtemps pour ne plus penser à la mécanique de la chose. Il était mieux habillé que quiconque à Ridgeline. Il lui sourit avec tout son visage, ce qui était en quelque sorte pire que le demi-sourire de Roy. « Madame Whitmore, dit-il, pardonnez-moi de passer sans préavis. Mon nom est Aldous Greer. Je suis un agent foncier de Cheyenne et je crois que nous pourrions avoir des intérêts communs concernant votre propriété. » Elle le regarda. « Comme c'est intéressant, dit-elle. Entrez, monsieur Greer. » Elle le laissa entrer. Elle mit du café qu'elle n'avait aucune intention de boire. Elle s'assit en face de lui à la table
et l'écouta expliquer, avec la patience douce d'un homme qui a fait cela de nombreuses fois, qu'il y avait une certaine confusion dans les registres du comté concernant la limite et de sa propriété le long du ruisseau, qu'il avait un intérêt dans les parcelles le long de ce ruisseau et qu'il pourrait être mutuellement bénéfique pour eux de parvenir à un arrangement. Quel genre d'arrangement, dit-elle? Je serai prêt à vous dédommager pour un transfert formel, dit-il. Valeur marchande équitable pour le terrain, y compris la maison. Vous seriez dans une position financière plus solide, libéré des fardeaux de l'entretien d'une propriété seule. Il fit une pause et la pause était soigneusement pesée. Je comprends que vos circonstances ont été difficiles depuis le décès de votre mari. Cela vous donnerait un nouveau départ, quelque part. Quelque part qui n'était pas Ridgeline, pas la maison que sa grand-mère avait construite. Quelque part qu'il n'avait pas déjà acheté. C'est très généreux, dit Clara. Elle le dit comme elle le disait tout ce qu'elle ne pensait pas, agréablement, sans chaleur, ne lui donnant aucune prise pour insister. Je vais devoir y réfléchir. Bien sûr. Il posa une carte sur la table entre eux. Je serai à Ridgeline pour quelques jours. Je vous encourage à ne pas attendre trop longtemps. Ce genre d'offre ne reste pas ouverte. Après son départ, Clara s'assit à sa table, regarda sa carte et sentit la première véritable menace de peur la traverser. Pas le genre aigu, pas la panique, mais le genre bas et froid qui vient quand on comprend la taille réelle de la chose à laquelle on s'oppose. Aldous Greer n'était pas venu en personne parce qu'il était inquiet. Il était venu parce qu'il accélérait. La visite de Roy ne lui avait pas donné ce dont il avait besoin. Alors maintenant, le principal était arrivé, ce qui signifiait que le calendrier s'effondrait. Elle envoya un message à Ethan par l'intermédiaire du garçon des Henderson qui venait acheter du pain le jeudi. Il était à sa porte arrière à la tombée de la nuit. Elle lui parla d'Aldous Greer. Il écouta sans l'interrompre, ce qui, elle en était venue à le comprendre, était sa façon d'écouter quand les choses étaient sérieuses. Complètement immobile, rien ne bougeant sur son visage sauf les yeux qui prenaient tout en compte avant qu'il ne dise quoi que ce soit. « Il force la main », dit Ethan quand elle eut fini. « Il a peur », dit Clara. S'il était confiant, il laisserait Roy s'en occuper. Il est venu lui-même parce qu'il pense que quelqu'un agit contre lui et il veut examiner la situation directement. Ou il est au courant du voyage à Cheyenne. Elle n'y avait pas pensé. L'ouvrier de Henderson, celui à qui j'ai envoyé la note. Je ne pense pas que le garçon dirait quoi que ce soit, dit Bython, mais quelqu'un vous a vu aller à cheval chez Henderson ce matin. Dans cette ville, c'est suffisant. Ils se regardèrent à travers la table de la cuisine. Nous devons partir pour Cheyenne plus tôt que prévu, dit Clara. Demain matin, dit-il. C'est rapide. Il agit vite, dit Ethan. Nous le savons déjà. Il fit une pause. Vous devez dire à quelqu'un de confiance où se trouve l'acte, au cas où quelque chose arriverait sur la route. Janet Oakes, dit Clara immédiatement. Dites-le lui ce soir, ne l'écrivez pas. Dites-le lui simplement. Elle hocha la tête. Puis quelque chose traversa son visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une tension autour de la mâchoire, une qualité de retenue, comme un homme retenant quelque chose avec un effort délibéré. « Quoi ?» dit-elle. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, dit-il, et j'aurais dû vous le dire plus tôt. » Elle devint très immobile. « Dites-moi. » Il regarda ses mains sur la table. « Aldous Greer, je connais ce nom. Pas de votre situation, d'avant. » Il leva les yeux vers elle. « 2 des 3 hommes qui ont pris la terre de mon frère. Ceux qui ont quitté le territoire avant que je puisse finir de monter le dossier. » Il soutint son regard. L'un d'eux a déposé des papiers sous un nom différent, mais la méthode était la même. Le transfert falsifié, le privilège frauduleux, l'homme au bureau de l'évaluateur. Il s'arrêta. Je regarde les registres fonciers dans 3 comtés depuis 4 ans, à la recherche du même schéma. Je suis venu à Ridgeline parce que le schéma est apparu ici. Clara s'assit en face de lui et comprit plusieurs choses à la fois, de la manière rapide et désorientante dont la compréhension arrive parfois, tout en même temps, pas dans l'ordre, comme une main de cartes abattue d'un coup plutôt qu'une par une. Il n'était pas venu à Ridgeline par accident. Il n'était pas venu au ranch des Henderson parce qu'il y avait du travail. Il suivait Aldous Greer. Le pain, le Porsche, les samedis. Elle devait savoir si quoi que ce soit. Elle le devait demander. Elle le devait demander tout de suite, avant qu'une autre seconde ne passe. « Ethan. »
Sa voix sortit plus bas qu'elle ne l'avait prévu. « Saviez-vous pour la terre de ma grand-mère quand vous êtes venu ici? » « Non, dit-il, et il le dit vite, clairement et droit dans les yeux. Je savais que Greer opérait dans ce comté. Je ne savais pas pour l'acte de votre grand-mère jusqu'à ce que vous me le disiez. Je suis venu chez Henderson parce que c'était un travail légitime qui me mettait assez près pour observer le schéma de Greer. » Il fit une pause. « Je suis revenu sur votre porche ce deuxième samedi à cause de votre pain, de votre Porsche et de ce son que vous faites. Et rien de tout cela n'avait quoi que ce soit à voir avec Aldous Greer. » Elle le regarda. Elle était très douée pour lire les gens. C'était devenu une compétence de survie. Et elle le lut maintenant avec tout ce qu'elle avait. Elle le crut, et le croire était à la fois un soulagement et une sorte de vertige. La sensation que l'on éprouve en faisant confiance au sol après une longue période de méfiance. « Vous alliez aller à Cheyenne de toute façon, dit-elle. Avant que vous ne veniez me voir, je m'y préparais, dit-il. Votre acte rend le dossier considérablement plus solide. Ce que j'avais, c'était des preuves de schéma. Ce que vous avez, c'est une documentation primaire d'un transfert frauduleux spécifique. » Il soutint son regard. « Clara, les 40 acres de votre grand-mère ne sont pas la seule terre que Greer a prise de cette façon. Si nous allons au bureau foncier fédéral avec votre acte et ma documentation de 3 comtés, nous ne récupérons pas seulement votre propriété. Nous construisons un dossier qui le démantèle entièrement. » Oui, le silence avait une qualité différente maintenant. Pas le silence chaleureux de la cuisine, du pain et du café, et de 2 personnes qui s'apprennent. Quelque chose de plus grand, de plus froid et de plus conséquent. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? » dit-elle. « Parce que quand je suis venu sur votre porche la première fois, j'étais un étranger demandant du pain, dit-il. Et le temps que je comprenne ce que vous signifiez pour moi, j'avais peur que vous le dire ne fasse paraître tout ce que nous avions construit comme quelque chose que ce n'était pas. » Elle resta très immobile. « Et qu'est-ce que c'est? »« Ce que nous avons construit, dit-il, est réel. Chaque parcelle indépendante d'Aldous Greer, de mon frère, ou des 40 acres de votre grand-mère. » Il ne tendit pas la main vers la sienne. Il se contenta de soutenir son regard. « Mais je comprends si le savoir change les choses pour vous. » Clara Whitmore s'assit dans sa cuisine, dans la maison de sa grand-mère, sur une terre qui avait été prise à sa famille avec un stylo et un mensonge. Elle regarda l'homme en face d'elle et prit une décision comme elle prenait toutes ses vraies décisions. Pas rapidement, pas émotionnellement, mais de l'endroit dans sa poitrine où vivaient les choses véritablement vraies, sous toute la gestion, le pain et le fredonnement à 3 notes. « Rien n'a changé, » dit-elle. Quelque chose traversa son visage. « Clara, nous partons à l'aube, dit-elle. Et ce soir, je vais chez Janet Oakes. » Elle se leva. « Et tout de suite, je vais finir mon pain parce que je l'ai commencé ce matin et je ne vais pas le laisser à moitié fait. » Elle retourna à la table de la cuisine, mit ses mains dans la pâte et sentit sa présence à la table derrière elle, stable, réelle et ne partant nulle part. Et le fredonnement commença sans qu'elle le veuille. 3 notes, silencieuses, le son qui vivait dans sa cage thoracique, et elle ne l'arrêta pas. Elle fredonnait encore quand on frappa à sa porte d'entrée. Fort. Le genre de coup qui ne s'excuse pas. Ethan fut sur ses pieds avant qu'elle ne lève les mains de la pâte. Elle s'essuya les mains sur son tablier, alla à la porte et l'ouvrit. Et ce n'était pas Aldous Greer cette fois, ni Roy, ni personne qu'elle attendait. C'était le mari de Mabel Pwitt. Et derrière lui se tenaient 2 hommes qu'elle ne reconnaissait pas. Et derrière eux, au bord de sa propriété, assis sur un cheval avec l'aisance d'un homme qui possède tout ce qu'il regarde, se trouvait Aldous Greer. Warren Pwitt la regarda avec quelque chose sur son visage qui n'était pas tout à fait de la culpabilité, ni tout à fait de la satisfaction, et se situait quelque part dans le vilain milieu entre les deux. « Madame Whitmore, dit-il, Monsieur Greer a quelques questions juridiques concernant votre propriété et il nous a demandé d'être témoin de la conversation. » Clara se tint sur son seuil, tenant le cadre des 2 côtés, et ne recula pas. « Des questions juridiques, dit-elle. C'est exact. »« C'était ma maison, dit-elle. Et il fait presque nuit, et je ne mène pas de conversation juridique sur mon seuil avec des témoins que je n'ai pas invités. » Elle regarda par-dessus Warren Pwitt vers Aldous Greer sur son cheval. « Si M. Greer a des questions juridiques,
Il peut les mettre par écrit et les envoyer au palais de justice du comté, et je répondrai par les voies appropriées. Madame Whitmore, commença Warren. Bonne nuit, Warren, dit-elle. Elle ferma la porte. Elle s'adossa contre elle et écouta son propre rythme cardiaque pendant 1 seconde, 2, 3. Puis Ethan fut à côté d'elle, proche mais sans la toucher, et sa voix était très basse et très égale. La porte de derrière, dit-il. Maintenant. Je sais, dit-elle. Ils bougèrent. Ils sortirent par la porte de derrière dans le froid et l'obscurité, et Clara avait la boîte en fer blanc sous son bras avant même qu'Ethan ait fini de dire le mot maintenant. Car elle avait pensé à ce moment, sans l'espérer, sans l'attendre, mais y pensant comme elle pensait à tout ce qui comptait depuis l'après-midi où elle avait compris pour la première fois ce qu'était Aldous Greer. La maison de Janet, dit-elle, c'est à 3 pâtés de maison. Je sais où Janet habite. Ils se déplacèrent rapidement et silencieusement à l'arrière de la propriété, loin de la route où le cheval de Greer était encore audible. Elle pouvait l'entendre bouger, le grincement du cuir. Ils s'engouffrèrent dans l'espace entre les maisons que Clara utilisait comme raccourci depuis qu'elle était assez grande pour faire les courses de sa grand-mère. Elle connaissait chaque planche, chaque poteau de clôture, chaque chien qui aboyerait et chaque chien qui ne le ferait pas. Ethan resta à ses côtés et ne posa pas de questions, ce qui était exactement ce qu'il fallait. Janet Oakes ouvrit sa porte arrière avant qu'il ne frappe, car Janet avait vu des choses depuis la fenêtre de sa cuisine, et Janet était plus intelligente que la plupart des gens à Ridgeline ne lui en donnaient le crédit. « J'ai vu les hommes de Greer chez vous, » dit Janet. Elle les faisait déjà entrer. « J'ai besoin que vous gardiez quelque chose pour moi, » dit Clara, et elle posa la boîte en fer blanc sur la table de la cuisine de Janet. « L'acte est à l'intérieur. S'il m'arrive quelque chose avant que je revienne de Cheyenne, rien ne va vous arriver, dit Janet avec une fermeté qui les surprit tous les deux. Si c'est le cas, dit Clara, apportez-le au bureau foncier fédéral à Cheyenne, pas à l'évaluateur du comté. Fédéral, dites-leur qu'Aldous Greer a déposé un enregistrement frauduleux contre un acte territorial daté de 1851 et que l'original se trouve dans leur registre sous le nom de Margaret Holt. Janet la regarda, puis Ethan, puis de nouveau Clara. Vous allez le battre? Oui, dit Clara, mais je dois savoir que l'acte est en sécurité d'abord. Janet posa sa main sur la boîte en fer blanc. Allez-y, dit-elle. Ils partirent avant l'aube. Le trajet jusqu'à Cheyenne prit la meilleure partie de 2 jours, ce qui signifiait 2 jours de route froide, d'arrêt de camp et le genre de conversation qui se produit entre des gens quand il ne reste plus rien à jouer pour personne. Pas de ville qui regarde, pas de poche où s'asseoir, pas de peine à faire. Juste les longues miles honnêtes et le ciel du Wyoming passant du noir au gris, puis à l'or pâle et de nouveau au noir. Clara n'avait pas emprunté cette route depuis avant la mort de Thomas. Elle n'avait emprunté aucune route. En réalité, depuis 3 ans, elle avait été si concentrée sur la petite géographie de la survie, la cuisine, le magasin, l'église, les 4 miles jusqu'à Henderson, qu'elle avait parcouru 2 fois maintenant, qu'elle avait oublié ce que c'était que de se déplacer dans le monde avec intention. Cela ressemblait à quelque chose qu'elle reconnaissait, quelque chose qu'elle avait enterré et cessé de pleurer parce qu'elle ne pouvait pas se permettre le chagrin. « Parlez-moi de Daniel, » dit-elle le 2e matin, tandis que les chevaux avançaient dans le froid à leur propre rythme. D'avant. Ethan resta silencieux un moment. Il riait trop facilement, faisait trop confiance et faisait le meilleur café que j'ai jamais bu en dehors de votre cuisine, dit-il. Il voulait un petit ranch, un bon chien et assez de calme pour s'entendre penser. Une pause. Il a eu tout ça pendant environ 3 ans avant que les hommes de Greer ne le trouvent. Comment l'ont-ils trouvé? De la même manière qu'ils les trouvent tous, dit Ethan. Il avait quelque chose qui valait la peine d'être pris, et pas assez de gens autour de lui pour rendre la prise coûteuse. Clara regarda la route devant elle. « Vous l'avez rendue coûteuse. »« J'essaie, dit-il. 4 ans de ça. 3 comtés, 14 familles que je connais qui ont perdu des terres à cause de la méthode de Greer. » Il la regarda. « Vos 40 acres de grand-mère sont la 15e. 15 familles. » Elle garda ce nombre. « Et le bureau foncier fédéral? » « L'agent là-bas est un homme nommé Arthur Briggs, dit Ethan. Il a travaillé avec moi sur le cas de mon frère.
C'est lui qui m'a parlé du schéma dans d'autres comtés. Il constitue un dossier fédéral sur Greer depuis 2 ans, attendant que quelqu'un lui apporte la documentation primaire d'un transfert spécifique. Clara se tourna pour le regarder pleinement. Il attend ce que vous avez dans cette boîte en fer blanc sur la table de cuisine de Janet, dit Ethan. Le silence qui suivit avait le poids de quelque chose d'énorme et de silencieux. Comme une rivière est énorme et silencieuse jusqu'à ce que vous soyez debout sur sa rive et que vous compreniez la taille de ce qui bouge. Pourquoi n'êtes-vous pas allé trouver un autre acte, dit-elle. Dans 3 comtés, 14 familles. J'ai essayé, dit-il. La plupart d'entre eux ne savaient pas ce qu'ils avaient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ceux qui gardaient des registres ne gardaient pas les originaux. Greer est prudent. Il n'agit pas tant que la documentation originale n'est pas soit détruite, soit inaccessible. Il la regarda fixement. Votre grand-mère a déposé auprès du gouvernement territorial avant l'existence de l'administration du comté. Greer ne pouvait pas toucher au registre fédéral. Il ne pouvait qu'enregistrer sa réclamation frauduleuse au niveau du comté et espérer que personne avec l'original ne penserait jamais à comparer les deux. Il ne s'attendait pas à ce qu'une veuve regarde sous une lame de plancher lâche, dit Clara. Non, dit Ethan, il ne s'y attendait pas. Ils arrivèrent à Cheyenne l'après-midi du 2e jour, et Arthur Briggs était exactement ce à quoi ressemblait un agent foncier fédéral qui combattait Aldis Greer depuis 2 ans. Fatigué autour des yeux, prudent autour de la bouche et très immobile quand Ethan posa l'acte de la grand-mère de Clara sur son bureau, à côté du registre du comté montrant l'enregistrement frauduleux et 2 ans de documentation de schéma de 3 comtés. Briggs regarda l'acte pendant un long moment. Il regarda la date. Il regarda la signature de Margaret Holt. Il leva les yeux vers Clara. « Vous avez trouvé ça dans la maison, dit-il. »« Sous une lame de plancher, dit-elle. »« Roy Greer est venu vous demander si vous aviez des documents? »« Oui. Je lui ai dit que je ne me souvenais pas en avoir trouvé. » Briggs la regarda avec l'expression d'un homme réévaluant quelque chose. « Madame Whitmore, c'est le document que j'attends depuis 2 ans. »« Je sais, dit-elle. Monsieur Cole a expliqué la situation. » Briggs regarda Ethan. Quelque chose passa entre eux, le langage abrégé d'hommes qui ont travaillé vers le même but sous des angles différents. Puis Briggs se tourna de nouveau vers Clara. « La terre est à vous, dit-il, sans aucun doute. Le registre fédéral montre le dépôt de votre grand-mère comme le document principal et de contrôle. L'enregistrement du comté est supplanté et, étant donné l'absence de tout transfert légitime, constitue une fraude. » Il fit une pause. « Avec ceci et la documentation de Cole des autres comtés, je peux traduire Greer devant un juge fédéral. »« Combien de temps? » dit Ethan. « Je peux faire émettre un mandat fédéral d'ici 1 semaine, dit Briggs. Greer ne pourra pas courir assez loin. » Clara s'assit sur la chaise en face du bureau d'Arthur Briggs et sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle était assez jeune pour croire que le monde rendait parfois les choses, le soulagement particulier d'un combat qui en valait la peine. Cela ne la rendit pas légère, cela la rendit solide, ancrée d'une manière que 3 ans de gestion n'avaient pas pu lui donner. Car gérer, c'était rester debout, et ceci, c'était avoir raison. « Il y a 14 autres familles, dit-elle. Briggs la regarda. « Nous sommes au courant de plusieurs d'entre elles. »« Ethan est de la documentation sur les 14, dit-elle. « Je veux qu'elle soit incluse dans tout dossier que vous montrez. Mais 40 acres ne sont pas la seule chose qui doit revenir là où elle appartient. » Briggs regarda de nouveau Ethan. Ethan ne dit rien, se contenta de soutenir le regard de l'homme. Et Clara comprit que c'était ce qu'il portait depuis 4 ans. Pas seulement la terre de son frère, pas seulement les preuves de schéma, mais le poids de 14 familles qu'il n'avait pas encore pu aider pleinement, attendant la pièce qui ferait tenir tout le dossier. « Toutes les 14, dit Briggs. « Oui, madame. » Ils retournèrent à Ridgeline le lendemain matin. Clara s'attendait à se sentir fatiguée au retour. Elle était fatiguée. Son corps connaissait les miles, le froid et les 2 nuits de sommeil interrompues en campement. Mais sous la fatigue, il y avait quelque chose d'alerte et de propre, comme l'air après une forte pluie, quand tout a été lavé à sa vraie couleur. Elle pensait au pain. Pas le pain de survie, pas le pain de deuil, pas le pain des 3 ans de gestion qui sortait dense les mauvais matins et moelleux, les matins où elle se permettait presque d'espérer. Elle pensait à un pain fait dans une cuisine qui était véritablement la sienne, sur une terre qui était véritablement la sienne,
pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le fait de rester debout et tout à voir avec le fait de choisir de le faire. Vous fredonnez, dit Ethan. Elle ne s'en était pas rendue compte. Habitude, dit-elle. Oui, dit-il. Je sais. Et puis, après un moment, Clara, quand ce sera fini, quand Briggs aura son mandat, que Greer sera réglé et que la terre de votre grand-mère sera de nouveau à votre nom, il fit une pause. Je veux vous demander quelque chose. Demandez-le maintenant, dit-elle. Je n'aime pas attendre. Elle l'entendit prendre une profonde inspiration. Je bouge depuis 4 ans parce que je n'avais pas de raison de m'arrêter. Et puis je me suis arrêté à la porte de votre cuisine parce que j'ai senti votre pain, ce qui est la raison la plus ridicule pour laquelle un homme se soit jamais arrêté quelque part. Et tout ce qui a suivi a été la chose la moins ridicule qui me soit arrivée depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir. Il garda les yeux sur la route. Je ne suis plus un vagabond avec de bonnes intentions, Clara. Je suis un homme qui aimerait, si vous le voulez bien, arrêter de bouger de façon permanente. À Ridgeline, près de votre Porsche. Un temps, plus près que votre Porsche, si vous le permettez. Clara regarda la route devant elle. Elle sentit le fredonnement à 3 notes dans sa poitrine. Celui qui était revenu était resté et avait cessé d'être une habitude pour devenir quelque chose pour lequel elle n'avait pas de mots. Sauf vrai. Aidez-moi d'abord à récupérer ma terre, dit-elle. Oui, madame. Et réparer la marche du Porsche arrière. Elle est lâche depuis 2 mois. Je la réparerai samedi. Et puis elle dit, nous parlerons de plus près que le Porsche. Elle ne le regarda pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle pouvait sentir la chaleur de sa présence à côté d'elle sur la route froide, solide, sans hâte et réelle. Et elle laissa cela être exactement ce que c'était. Ils rentrèrent à Ridgeline un vendredi après-midi, et la ville les vit arriver ensemble, ce que Clara savait qu'elle ferait, et avait décidé quelque part sur la route de Cheyenne qu'elle ne s'en souciait plus comme avant. Non pas parce qu'elle avait cessé d'être une personne qui comprenait les conséquences de la perception publique, mais parce qu'elle avait reconstruit l'échelle sur laquelle elle mesurait ces conséquences, et l'opinion de Ridgeline sur sa vie était tombée au bas de celle-ci. Aldous Greer était toujours en ville, et qu'elle s'y attendait. C'était un homme qui pressait ses avantages, et il n'avait pas encore compris que l'avantage avait changé de camp. Elle découvrit le samedi matin qu'il était allé revoir Warren Puett et que les deux avaient été au palais de justice du comté avec des papiers dont elle n'avait pas encore tous les détails. Elle l'apprit de Janet, qui vint à la porte arrière tôt, avant l'arrivée d'Ethan, avec l'air de quelqu'un qui est debout depuis avant l'aube à faire quelque chose d'utile. « J'ai écouté, » dit simplement Janet, « au palais de justice hier, quand l'homme de Greer a déposé. Je connais le greffier, il m'a dit ce qu'il y avait dedans. » Clara la regarda. Qu'est-ce que c'était? Une pétition pour faire évaluer la propriété comme abandonnée et la transférer sous la garde du comté, dit Janet, au motif que l'occupante actuelle n'a aucune revendication documentée. Le menton de Janet était relevé, ses yeux brillants de la fureur particulière d'une femme respectable qui a atteint sa limite. Il essaie de vous prendre la maison sous le nez pendant que vous étiez à Cheyenne. Clara sentit quelque chose de froid et de précis en elle. Pas de la peur, de la clarté. Quand est-ce que ça passe devant le juge du comté? Lundi, dit Janet, dans 2 jours. Ethan arriva 1 heure plus tard. Elle le lui raconta, et il s'assit à la table de la cuisine avec cette immobilité qui signifiait qu'il pensait vite et fort, sans en montrer la vitesse. Briggs ne peut pas faire traiter un mandat fédéral avant lundi, dit-il. Je sais, dit Clara, mais un mandat fédéral n'est faux ce dont nous avons besoin pour lundi. Il la regarda. Ce dont nous avons besoin, c'est du registre foncier fédéral montrant le dépôt antérieur de votre grand-mère. Briggs peut télégraphier une copie certifiée du registre territorial au bureau du télégraphe du comté de Cheyenne. C'est admissible comme document fédéral. Il fit une pause. Si nous avons cette copie en main avant lundi matin, nous entrons dans cette salle d'audience du comté et la pétition de Greer s'effondre au moment où le juge voit un acte territorial fédéral antérieur à l'enregistrement de son client de 18 ans. Briggs peut-il obtenir cette copie d'ici dimanche? Je lui enverrai un télégramme ce matin. Elle le regarda. Allez-y maintenant. Il y alla. Clara passa le samedi à faire ce qu'elle faisait quand elle avait besoin de se maintenir stable. Elle fit du pain. Pas parce qu'elle avait peur, pas parce que le silence était trop assourdissant,
mais parce que le pain devait être fait, que ses mains avaient besoin de travail et qu'il y avait une justesse particulière à être dans la cuisine de sa grand-mère, sur la terre de sa grand-mère, à faire la chose qu'elle faisait le mieux, la veille du jour où elle irait à un palais de justice pour prouver que cet endroit avait toujours été le sien. Le télégramme de Briggs arriva le dimanche matin, la copie certifiée du registre foncier territorial. Le dépôt original de Margaret Holt de 1851, authentifié par le sceau fédéral du Bureau foncier territorial, arriva par le bureau du télégraphe à 9 heures du matin. Clara le tint dans ses mains, lut le nom de sa grand-mère dessus et sentit quelque chose la traverser qu'elle n'essaya pas de nommer et n'essaya pas d'arrêter. Janet Oakes les accompagna au palais de justice le lundi matin. On ne le lui avait pas demandé. Elle apparut à la porte de Clara à 7 heures du matin dans sa belle robe, la mâchoire serrée, et dit « Je viens ». Et Clara dit « Je sais ». Et ce fut tout. Ethan était à la porte 2 minutes plus tard. Il vit Janet. Il lui toucha son chapeau. « Madame Oakes !»« Monsieur Cole, » dit Janet, « allons reprendre ce qui lui appartient. » La salle d'audience du comté n'était pas grande. Elle n'avait pas besoin de l'être pour ce qui s'y passa, qui prit moins de 40 minutes du début à la fin et eut la qualité compressée et irréversible de quelque chose qui s'était construit depuis longtemps. Aldous Greer était là avec 2 hommes qui étaient vraisemblablement des avocats, bien habillés et confiants, à la manière des hommes qui ont comparu devant ce juge particulier auparavant et l'ont trouvé agréable. Roy Greer était assis derrière eux. Warren Pwitt était assis derrière Roy. Mabel Pwitt n'était pas venu, ce que Clara nota et mit de côté. Le juge était un homme mince nommé Harker, qui avait la manière de quelqu'un qui a déjà entendu la plupart des choses 2 fois et n'a pas été impressionné par la première narration. Il appela la pétition et l'avocat de Greer se leva et l'exposa. Propriété abandonnée, abandonnée, aucune revendication documentée. Garde du comté, très ordonné, très fluide. Puis le juge Harker regarda Clara. « Madame Whitmore, vous avez une réponse? » Clara se leva. Elle s'était habillée avec soin ce matin-là, non pas pour impressionner, mais parce que l'occasion l'exigeait, et elle respectait les occasions qui exigeaient des choses. Elle plaça la copie certifiée fédérale sur la barre devant le juge. « Votre honneur, dit-elle. J'ai une copie certifiée du dépôt foncier territorial fait par ma grand-mère Margaret Holt auprès du Bureau foncier territorial fédéral en 1851. Le document porte le sceau fédéral et la signature de l'agent foncier territorial. » Elle fit une pause. La propriété en question a été enregistrée auprès du bureau de l'évaluateur du comté par Aldous Greer en 1874, 23 ans après le dépôt fédéral original, sans aucun enregistrement d'un transfert légitime de ma grand-mère ou de sa succession. Elle regarda le juge directement. Le registre fédéral est le document de contrôle. L'enregistrement du comté est supplanté par celui-ci. Et l'absence de tout document de transfert signifie que l'enregistrement de M. Greer constitue une fraude. Silence dans la salle d'audience. L'avocat de Greer dit quelque chose sur la juridiction du comté. Le juge Harker le regarda avec l'expression d'un homme qui a entendu la plupart des choses 2 fois et a trouvé cette version particulière profondément peu impressionnante. Un acte territorial fédéral est antérieur et supplante l'enregistrement du comté, dit Harker. Ce n'est pas ambigu. Il regarda la copie certifiée. Il regarda Greer. Il regarda de nouveau la copie. Cette pétition est rejetée. La propriété identifiée dans le dépôt territorial de 1851 appartient à la succession de Margaret Holt et par héritage à Clara Whitmore, et tout enregistrement de comté contradictoire est nul. Il posa le papier. Et je vais envoyer une note à Arthur Briggs au Bureau foncier fédéral. Car ce n'est pas la première fois que le nom Greer apparaît dans cette salle d'audience dans un contexte que je trouve digne d'examen. Aldous Greer se leva. Le juge Harker le regarda. « Asseyez-vous, Monsieur Greer, » dit-il sans élever la voix du tout. Greer s'assit. C'était fini, pas tout, pas immédiatement. Le mandat de Briggs arriva 4 jours plus tard, et Aldous Greer fut placé en détention fédérale avant de pouvoir atteindre la frontière territoriale. Et Roy Greer le suivit 1 semaine plus tard. Et l'évaluateur du comté qui avait fourni des informations à Greer de l'intérieur démissionna sans qu'on le lui demande et quitta Ridgeline un mardi sans laisser d'adresse.
Le dossier qu'Ethan avait monté à travers 3 comtés pendant 4 ans fut porté devant un tribunal fédéral au printemps, et 14 familles furent incluses dans les procédures de restitution qui prirent plus de temps que quiconque ne le souhaitait, mais avancèrent avec le poids lent et inarrêtable des choses qui sont simplement justes. Mais dans la salle d'audience ce lundi matin, quand le marteau du juge Harker tomba, Clara Whitmore se leva de sa chaise et ne trembla pas du tout. Janet Oakes posa sa main sur le bras de Clara et la serra une fois, fort, et ne dit rien, ce qui était exactement ce qu'il fallait. Ethan se tenait à côté d'elle, son chapeau dans les 2 mains, et la regardait avec l'expression pleine et non maîtrisée d'un homme qui n'a plus aucun intérêt à maîtriser ses expressions autour de cette même particulière. « Votre grand-mère serait fière, dit-il. »« Ma grand-mère, dit Clara, l'aurait fait d'elle-même et n'aurait pas eu besoin d'attendre qu'une lame de plancher lâche lui donne l'acte. » Elle ramassa son sac. « Mais je prends ce que je peux avoir. » Il rit. Elle ne l'avait jamais entendu rire pleinement auparavant. La vraie version, pas le petit truc au coin de la bouche. Et c'était le plus beau son qu'elle ait entendu depuis le jour où elle avait appris que le pain pouvait sortir doré au lieu de danse. C'était le jour où elle avait appris qu'elle pourrait survivre après tout. Ils sortirent du palais de justice dans l'air froid de décembre. Et Ridgeline était là, la même que toujours. Le même magasin, la même route, et la même qualité particulière de ciel sur le Wyoming qui passait du gris alors en l'espace d'un souffle. Certaines des mêmes personnes dans la rue qui avaient parlé d'elle pendant 3 ans. Certaines regardèrent, la plupart détournèrent le regard. Warren Pwitt se tenait près des marches du palais de justice. Il regarda Clara sortir, puis regarda ses bottes, puis la regarda de nouveau. Et elle pouvait voir l'arithmétique compliquée et inconfortable se dérouler derrière ses yeux. Le grand livre d'un homme qui avait du tort d'une manière publique et irréversible et qui commençait à comprendre ce que cela allait lui coûter dans le long des comptes. Clara le regarda un moment. « Bonjour, Warren, dit-elle agréablement et continua de marcher, car elle en avait fini de jouer ses rancunes pour le confort des autres, et elle en avait fini de jouer sa grâce pour eux non plus. Elle retourna à sa maison, la maison de sa grand-mère, sur la terre de sa grand-mère, et elle commença le pain. Ethan entra, retroussa ses manches sans qu'on le lui demande, et répara la marche du porche arrière avec les clous qu'il avait dans sa sacoche de sel et la compétence d'un homme qui a toujours été meilleur à faire qu'à dire. Elle pouvait l'entendre travailler pendant qu'elle travaillait, les petits sons précis de son ouvrage. Et ils étaient dans la même maison, faisant le même travail, dans le même silence facile qu'elle en était venue à comprendre, n'était pas absence, mais présence, la plus pleine qui soit. Quand le pain fut au four et la marche réparée, il entra dans la cuisine, se lava les mains au lavabo, s'assit à la table. Elle versa le café, s'assit en face de lui et ils restèrent silencieux ensemble, de la manière qui était devenue la chose la plus vraie à leur sujet. Gagnée, non donnée, construite à partir de matins saupoudrés de farine, de pourchis froids, d'une boîte en fer blanc sous une lame de plancher et de 400 miles de route honnête. « La marche est réparée, dit-il. »« J'ai entendu, dit-elle. » Il prit son café. « Il y a une ligne de clôture le long de la limite et du ruisseau qui aura besoin d'être posée une fois que la terre sera officiellement de nouveau à votre nom. Je sais que c'est un travail pour 2 personnes. »« Je le sais aussi, dit-elle. » Il la regarda à travers la table. « Clara. » Elle le regarda. « Oui, ce n'était pas une question, et ils le savaient tous les deux. » Et il sourit, le plein sourire qui changea tout son visage. Et elle le sentit la traverser de la même manière que toujours, comme le premier matin chaud après un long hiver, soudain, réel, et valant chaque jour froid qui l'avait précédé. Dehors, Ridgeline parlerait. Elle le ferait toujours. Certaines personnes changeraient d'avis, d'autres non, et celles qui ne le feraient pas ne valaient pas la peine de s'en affliger. Le palais de justice avait dit son mot. Briggs dirait le reste dans un tribunal fédéral au printemps. Le pain serait prêt dans 1 heure, et ce serait le meilleur qu'elle ait fait jusqu'à présent. Meilleur que la fournée qui avait attiré un étranger à sa porte arrière, un matin d'octobre, et changé toute la forme de tout, car elle ne cuisait plus pour survivre, et elle ne fredonnait plus pour empêcher le silence de devenir trop assourdissant. Elle fredonnait parce qu'elle le pensait. Elle cuisait parce que c'était sa cuisine, sa terre et sa vie, regagnée sur un homme qui avait compté sur le fait qu'elle ne sache pas ce qu'elle avait.
Et elle savait exactement ce qu'elle avait maintenant. Chaque acre, chaque planche, chaque matin, y compris celui-ci, y compris l'homme en face d'elle à la table, qui avait suivi la piste d'un fraudeur à travers 3 comtés, s'était arrêté à sa porte à cause du pain et était resté pour quelque chose qu'aucun d'eux n'avait eu besoin de nommer à voix haute pour savoir que c'était réel. Clara Whitmore avait reconstruit sa vie à partir de reconnaissance de dettes, d'une lettre de Cheyenne, d'une cuisine froide et de 3 ans à se débrouiller. Et elle l'avait faite comme elle faisait tout, avec avec sa tête et avec l'entêtement particulier d'une femme qui comprenait que la différence entre survivre et vivre n'était pas la chance, n'était pas le sauvetage, n'était pas un homme sur un porche qui disait les bonnes choses au bon moment. C'était choisir chaque matin de recommencer. Et chaque matin à partir de là, alors que le soleil se levait sur le Wyoming, que le pain sortait doré et qu'Ethan Cole prenait la première bouchée et lui souriait à travers la table comme un homme qui avait enfin trouvé l'endroit où il allait s'arrêter, Clara choisissait. C'était assez. C'était tout. C'était à elle.